Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième Shadowscast hors série que nous sommes très heureux de consacrer au PIF, le Paris International Fantastic Film Festival, dont la 13e édition se tiendra à Paris au cinéma Max Linder du 4 au 10 décembre. Et cette année, Shadows est fier de devenir le partenaire privilégié du festival et d'aider modestement à œuvrer pour continuer à répandre la bonne parole du cinéma de genre sur grand écran. Cette émission va vous permettre de découvrir le festival, si vous ne le connaissiez pas encore, petit coquin, et de lever un voile impudique sur sa goulayante programmation. Pour ce faire, je suis bien sûr entouré du ténébreux bien que rayonnant Aurélien Zimmermann, mais pas que. Aurélien, bonjour. Et qui donc avons-nous autour de la table aujourd'hui ? Bonjour, nous sommes avec deux têtes pensantes du PIF, enfin pensantes, je sais pas, deux têtes. Non, plus ou moins. Avec deux. Ils avaient fait partie de l'équipe de sélection des films et de long métrage et des cours. Donc ils choisissent les films au PIF, mais avec réflexion. Et ça, c'est paradoxal, mais beau. Et on n'a jamais fait cette blague. Nous sommes avec Cyril Despontin et Xavier Collomb qui sont déjà venus tous les deux. Voilà. Cyril, c'est la troisième fois, non ? Troisième fois, ouais. Je sais que ma mère n'écoutera pas cet épisode parce que tu parles trop vite. Et à chaque fois, elle me dit « Ouais, mais il y a eu un épisode, il y avait le monsieur qui parlait trop vite et j'arrive pas. » Si ça trop vite pour elle, c'est qu'elle est déjà morte. Désolé, maman Zimmermann, je suis désolé. C'est pas contre vous, hein, c'était pour la blague. Quoi. En plus, tu dis le nom de son ex-mari, elle va pas être contente. Oui, mais je sais pas comment s'appelle ta mère, moi. Comment s'appelle ta mère ? Non, je vais pas dire. Cyril, comment s'appelle la tienne ? Donc bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir à vous deux aussi, du coup, enfin vous trois, du coup, parce que moi je suis poli, je mets pas de côté Laurent, comme tu viens de le faire. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Eh bien, donc voilà, vous vous êtes présenté. Donc, est-ce qu'après vous voulez un petit peu spécifier vos rôles plus précisément donc, voilà, au sein du PIF. Au sein du PIF, du coup, je fais partie du comité de sélection. C'est admirable. On n'est pas beaucoup, donc. Non, on est 6. On est 6, ouais. Et Xavier, là, depuis quasiment depuis que Fausto ne fait plus vraiment la sélection, ça fait un petit moment. Hein, je parle. J'ai voulu m'aider d'autres personnes. Xavier a fait partie des premiers qui sont arrivés, donc ça fait 4-5 ans, voire plus, même 6 ans que tu fais. Facile. Comité de sélection absolument admirable. Et étant donné qu'on m'a posé la question, et même d'ailleurs cet après-midi, comité de sélection avec la parité, 3 hommes, 3 femmes. Contrairement à ce podcast. Voilà. Et non. Ah non, maintenant 2, exact. Oui. Maintenant 2. Il y a 4 hommes et 2 femmes. Oui. On arrête d'enregistrer. On va les citer. Il y a donc Zoé et du coup et Virginie. Tout à fait. Voilà, qui sont respectivement la trésorière et la secrétaire de l'association. Oui, dans ce sens-là, voilà. Il y a Nassim, il y a Paul. Et c'est tout pour cette année. Parce qu'il y avait François Co l'année dernière, mais il n'a pas eu le temps cette année de voir de films pour le festival. Donc 4 mecs du coup et 2 filles effectivement. Voilà. Et donc autrement, je suis à la programmation des courts-métrages internationaux avec Véronique Davidson, que vous connaissez tous si bien. Salut Véro. Voilà. Coucou Véro. C'est Coucou Véro ou Salut Véro ? Salut Véro. Coucou Véro. Salut Véro. Coucou Véro. C'est Salut Véro. Ah merde. Ah oui. Heureusement que je suis là pour ramener la vérité. Ouais. Et on embrasse aussi Talal, c'est l'ami. Donc, puisque pour ceux qui ne sauraient pas, il y a eu avant Shadowscast, il y a eu le PIFcast qui était un podcast dédié au PIF, en tout cas qui était une entité du PIF et qui était un podcast qui réunissait Xavier, Cyril, Véronique, Talal, c'est l'ami qu'on embrasse, et moi-même. Et qui a duré 5 ou 6 ans. Il y avait Fausto au début. Aurélien a fait 2-3 épisodes avec nous. J'ai fait un épisode. Non, t'en as fait en backstage aussi. Oui. Donc voilà, on est entre personnes qui se connaissent bien et qui ont l'habitude de partager des micros et des casques. Et on aurait eu l'envie de justement faire venir Talal et Véronique aujourd'hui, mais le timing fait que... Le timing est un peu serré, et puis aussi le fait est qu'on va parler de la programmation du PIF, et comme ils n'ont pas participé à la programmation long métrage du PIF, c'était malheureusement, ils auraient été réduits à rester dans un coin et à rire de nos blagues extraordinaires. Donc c'est un peu vous nous abreuvez de bons mots. Voilà. Donc mettez dans les commentaires si vous voulez un Shadowscast avec l'équipe du PIFcast à l'ancienne pour un épisode. On le fera. Ah ouais, faut le faire. Inonder les commentaires. Faut faire de l'appel à action les gars. Inonder les commentaires et tout. Lâchez vos likes. Voilà. Et Xavier, c'est aussi à toi qu'on doit les affiches du PIF. Tout à fait. Depuis longtemps maintenant. Oui, je suis l'affichiste depuis 2016. Je crois depuis au Max Linder, non ? Ou peut-être que la première du Max Linder c'était pas toi, mais non, mais c'était peut-être 2017 ou 2018, je sais. Ouais, c'est ça. Ça fait un paquet d'années que Xavier le fait maintenant. Et Cyril, toi, tu es donc le directeur général du festival. Je fais tout ce que les autres ne veulent pas faire dans le festival. Voilà, c'est moi qui le fais. Nettoyer les chiottes. Pas loin, mais non, je coordonne tout ça. Je fais en sorte que toutes les personnes qui font
la différentes sections, la presse, gérer les invités, gérer le filtrage, la technique, tous ces trucs-là, c'est des gens qui sont assez autonomes. C'est comme une entreprise, on va dire, quoi. Et donc je suis au-dessus, sauf que chez nous, tout le monde est payé les mêmes prix, c'est-à-dire 0, parce qu'on est tous bénévoles. Et non, je suis juste la personne qui a la vision d'ensemble, on va dire, de tout ça, mais je fais ma part du boulot autant que les autres, c'est-à-dire que tout le monde fait beaucoup. Je tiens à dire qu'un festival comme ça, en ces temps où il y a beaucoup de subventions qui sont d'ailleurs abaissées, là, il y a eu dans les Pays de la Loire plein de festivals qui ont perdu beaucoup de subventions, alors plutôt des festivals de musique, mais là, ce festival se fait et s'existe depuis 13 ans parce que des gens donnent du temps bénévolement pour le faire. Sans ces personnes-là, en fait, il n'y a pas de festival, parce que le prix que ça représente vraiment, si tu salariais les gens, c'est des sommes déraisonnables. On parle de plus de 300 000 euros, plus peut-être 400, 500 000 euros, tu vois. Et voilà, nous, c'est que des gens qui donnent de leur temps sur leur temps libre pour que ça ait lieu. C'est pour ça que le festival, il dure pas 10 jours, qu'il n'y ait pas 400 films. Avec des gens bénévoles, et on arrive à faire une trentaine de séances, c'est déjà pas mal. Avec beaucoup d'avant-premières, des films qui ne sont pas encore montrés en France. Mais voilà, c'est des gens passionnés. C'est souvent d'ailleurs ce qui fait que les gens aiment bien le PIF, c'est que tu sens que c'est des gens qui aiment ça derrière. Je dis pas que les autres festivals, c'est pas des gens qui aiment ça, mais nous, on fait pas ça. C'est parce que c'est notre boulot, on fait ça parce qu'on a envie de montrer des trucs qu'on peut pas faire dans notre travail quotidien ou autre et tout. On se fait plaisir. Xavier, je pense qu'il s'éclate à faire des visuels et à bosser la charte graphique et tout ça. Voilà, à avoir des films à en sélectionner. Enfin, tu vois, il y a Xavier a présenté aussi pas mal de films cette année aussi au festival. Tu vois, là, on fait là, je parle aussi parce que Xavier est à côté de moi, mais c'est pour plein de gens. On fait ce qui nous fait plaisir, qu'on peut pas faire dans notre travail quotidien. C'est notre soupape pour se faire plaisir à côté. Voilà. J'ai dit beaucoup de fois le mot plaisir, mais parce que je pense qu'il est là le plaisir. Tu es un homme de plaisir. Voilà. Très bien. Rapidement, petite introduction du PIF. Donc le PIF, là, c'est la 13e édition. La naissance, rapidement, historiquement. Quelle impulsion, quel les gens peuvent pas forcément connaître. Ouais, voilà. Alors je parlais parce que j'étais vraiment au point zéro, même si Xavier est arrivé très vite, parce que c'est fait partie des premières personnes à qui j'ai demandé de venir rejoindre l'équipe. Mais à la base, j'avais un festival à Lyon qui s'appelle Hallucination Collective, que pareil, j'organise avec des bénévoles et je suis pas tout seul, on est beaucoup à l'organiser. Mais je faisais festival à Lyon depuis 2008 et en fait en 2011 je suis dû m'installer en 2010 à Paris, donc ça c'est pour expliquer pourquoi je me retrouve à Paris alors que j'ai un festival à Lyon. Et en 2011 j'amène le catalogue du festival de l'édition collective à Mad Movies parce que Mad Movies est partenaire de ce festival là. Et à Fausto que je connais depuis des années, donc voilà, et Gérard Cohen qui est le directeur Fausto Fazulo, le rédacteur en chef de Mad Movies, et Gérard Cohen, le directeur de la publication. Et Gérard Cohen était là, je l'avais jamais rencontré, et je lui dis là je fais ce festival là à Lyon et tout, il fait intéressant, nous on a toujours voulu faire un festival, on n'a jamais pu le faire et tout. Et moi j'ai réfléchi et j'ai dit tiens, je raconte souvent l'histoire, mais en gros, moi mon festival à Lyon il est en c'est ça que je parle vite, t'as raison Aurélien. Mon festival à Lyon il est à la week-end de Pâques, et en gros si je veux faire un second festival, je peux le faire 6 mois après. Parce qu'il y a 6 mois entre deux festivals, donc pourquoi pas. J'en parle à Gérard et à Fausto, ils sont partants. On monte une équipe, c'est-à-dire qu'on trouve du coup des gens bénévoles pour venir aider au festival, dont Xavier du coup qui était à la base à la technique, mais aussi qui faisait tous les graphismes et tout du festival et tout dès la première édition, voilà quoi. Et voilà, on a monté une équipe avec des gens que je connaissais en fait. C'est globalement c'est des amis quoi, qui gravitaient autour de moi. Du monde du cinéma, et c'est comme ça que le truc s'est fait avec que des gens motivés, et on en a motivé d'autres. Typiquement, tu vois, genre Véronique, à la base, elle avait répondu à une annonce de la première édition pour venir faire bénévole. Et Véronique, sur la toute première édition en 2011, elle avait, avec Anthony, qui est aussi un gars qui est resté très longtemps au festival et qui a fait la bande-annonce cette année, elle allait faire des micro-trottoirs après les séances pour demander leur avis aux gens. Et après, elle faisait le montage et tout, et on mettait ça en ligne. Et du coup, on la connaissait pas, donc on l'a découvert. Et c'est comme ça qu'on a découvert plein de gens. Et tous ceux qui sont en place aujourd'hui au PIF, c'est des gens qui ont commencé comme ça. Alors, soit c'est des gens de l'équipe de base, comme Xavier, il y a Étienne aussi qui est comme ça. Enfin, il y en a plusieurs qui étaient au tout début. Soit c'est des gens qu'on a rencontrés en tant que bénévoles et qu'on a du coup recrutés, qui ont faire grossir ce festival là, quoi. Et c'est comme ça que le truc s'est créé en 2011. On a fait 3 cinémas différents. On a fait le Gaumont-Père-Capucine jusqu'en 2014. On a fait une année au Grand Rex en 2015. Et depuis 2016, on est au Max Linder Panorama. Voilà. Très bien. Parfait. Moi, je voulais juste dire un petit mot et remercier quand même Cyril, parce que c'est un peu en partie grâce à toi que je fais ce métier aujourd'hui. Parce que oui, c'est vrai que ça a été un ping-pong assez rigolo. Ouais, parce que du coup, on s'est connus à Lyon parce que je bossais. J'ai fait mes études à Lyon, moi, et je bossais au Comédia, donc le cinéma où se tient les hallucinations collectives, et à la billetterie. Et donc, avant ça, avant de bosser au Comédia, j'allais aux hallucinations collectives à Lyon, et j'étais trop content. C'était un peu le premier festival
festival de cinéma fantastique que j'ai fait dans ma vie. Et donc, le fait que je bossais au cinéma Wistonnet m'a donné un accès privilégié à l'équipe et à tout le monde. Et du coup, à l'époque, j'avais un blog ciné où voilà, j'écrivais que sur le cinéma. Watching the Scream. Ouais, Watching the Scream. Ça, je me souviens du nom. Qui n'existe plus. Mais voilà, où j'écrivais sur le cinéma de genre. Et du coup, je t'avais demandé si il y avait moyen, en tant que moi, grand fan de Mad Movies, d'interviewer Fausto Fazulo, donc le directeur en chef de Mad Movies, qui venait aux Alus pour le blog. Et du coup, tu m'avais donné le contact. Et c'est comme ça un peu que. Et du coup, j'avais interviewé Fausto. Et ça s'était trop bien passé. Et quelques années plus tard, c'est comme ça aussi que j'ai pu, de fil en aiguille, faire mon stage chez Mad Movies, recontacter Fausto. Il y avait eu l'histoire du jury lecteur aussi, c'est par ça, rapport ouais, au PIF, effectivement. Et du coup, alors je fais vite, mais quand je suis parti de Lyon pour bosser, parce que je voulais bosser à Paris, et avant ça, donc j'avais fait, vous aviez lancé, enfin je dis vous en regardant Laurent parce qu'il était chez Mad Movies à l'époque, le jury des lecteurs Mad Movies. Le jury du lecteur Mad Movies du PIF, donc qui décernait un prix, et c'était moi qui étais chargé de sélectionner les personnes qui allaient participer à ce jury. Il y avait l'annonce de Mad Movies, et les gens devaient envoyer une chronique de film. Voilà, et donc j'avais lu et sélectionné une de tes chroniques de film, et tu avais donc participé au jury. Exactement. Le premier jury. Exactement. Jury, voilà. Et donc ça m'a donné l'occasion sur place, donc c'était en décembre 2018, de revoir Fausto, que j'avais pas vu depuis l'interview que j'avais fait, je sais pas, 3 ans avant. Donc il y a pas de favoritisme parce que Fausto, je le connaissais pas en soi. Enfin, c'est pas parce que je l'ai interviewé une fois que j'étais dans le jury Mad Movies, c'est pas du tout ça. Mais du coup, ça m'a donné l'occasion de revoir Fausto, de parler d'un éventuel stage, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et du coup, c'est trop cool. Et l'année d'après, donc j'ai fait mon stage à Mad Movies et j'ai été bénévole en 2019, du coup décembre 2019 au PIF. Et puis après, l'année où il n'y avait pas de transport en commun, il fallait venir sur c'était intense. C'était une belle année. Donc voilà pour ma petite histoire, mais du coup, je suis particulièrement attaché aux Alus et au PIF pour tout ça, quoi. Moi aussi. Nice. Très bien. Et bien, on va pouvoir maintenant rentrer un peu dans le vif du sujet de ce que nous réserve cette 13e édition du PIF. Donc le festival, comme tous les festivals, est découpé en différentes sections. Et bien sûr, la section reine, c'est la compétition officielle. Globalement, une compétition officielle, ça se fait comment ? Ça se fait avec une ligne directrice éditoriale en tête, une thématique qu'on a envie de favoriser, ou juste aussi, il y a des coups de cœur, mais il y a des films qui se retrouvent en compétition hors compétition. Comment on décide parfois d'un film qui se retrouve hors compétition? Avant que Xavier réponde, je vais juste te dire, il y a un truc tout bête pour si c'est un premier ou second film, on essaie de les mettre en compétition. Si c'est quelqu'un de tu sais, genre Nacho Vigalondo qui a déjà fait beaucoup de films, on met pas. Voilà, ça c'est un truc aussi, très mathématique, voilà. Je laisse les amis. C'est déjà en plus, c'est très sain comme vision. On essaie d'aider les nouveaux venus, en fait, voilà quoi. En fait, nous, quand on commence à travailler sur la sélection, on reçoit beaucoup de films, que ce soit sur une plateforme ou autrement des liens suite à des demandes qu'on a pu faire. Et on va regarder pendant des mois un maximum de films qu'on va sélectionner, on va mettre des notes. Déjà de base, on voit ce qui est diffusable ou n'est pas diffusable chez nous. Donc ça peut être à la fois d'un point de vue qualitatif, évidemment, mais c'est aussi d'un point de vue édito. Forcément, on a une ligne éditoriale, on a un certain public qu'on connaît, et on essaie quand même de mettre des films qui va leur faire plaisir. Donc, ça peut arriver très souvent qu'il y ait des films que tu vas mettre, où tu vas mettre un avis positif, non pas que toi tu as aimé le film, mais tu sais que c'est un truc que le public va aimer. Donc c'est toujours très important de garder ça en tête. Au fur et à mesure des mois, évidemment, dans un énorme tableau, différentes sections permettent de trier les trucs qui sont intéressants, les trucs... globalement, ça permet d'avoir une vision, on va dire, assez globale. Ça te permet du coup de voir aussi des films qui pourraient avoir des thèmes qui se rapprochent énormément. On a eu, je me souviens qu'on a eu une année, je sais plus, 2 ou 3 films sur la maternité, et c'était exactement le même thème, la peur de la maternité juste avant la naissance, etc. Et il y avait des points communs assez énormes. C'est l'année où il y avait OSRA. Je pense que c'est celle-là. Ouais, je crois que c'est celle-là. Ouais. Et on avait eu un film danois aussi, et il y avait encore un autre truc. Enfin, c'était. Enfin voilà. Et du coup, tu vois, typiquement, le fait d'avoir une vision globale te permet ensuite derrière de sélectionner le meilleur du meilleur, on va dire, mais aussi il faut que ce soit des films qui puissent se répondre les uns les autres, que les thèmes soient pas redondants, etc. Et du coup, après, comme Cyril a expliqué, le but, c'est dans ce festival, de pouvoir montrer
des nouveaux réalisateurs, des films que personne n'aurait vus, qui ne seraient pas diffusés en salle de toute façon. Et donc forcément, voilà, premier, deuxième film, très souvent en compétition. Et voilà, les vieux de la vieille finissent en hors compète parce qu'ils n'ont plus rien à prouver, quoi. Enfin, ça sert à rien, ce serait ridicule, quoi. Et un truc aussi, c'est que beaucoup de festivals, ils ont une très grande sélection, genre ils ont 40-50 films. Donc en fait, ils peuvent très rapidement dire à des films, ok, on vous prend. Oui, un truc compliqué, c'est comme on n'a que 10 films en compétition, plus au total une vingtaine de films en avant-première, on doit souvent attendre d'avoir quasiment tout vu pour faire des choix. Parce que si trop rapidement on dit oui à des films qu'on avait aimés, mais quand c'est certain, c'est évident, on le prend, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a un doute, si on se positionne trop vite, c'est déjà arrivé une année, en fait, genre, je crois que c'est l'année dernière pour Venable Lurk, j'ai failli pas le prendre parce que j'avais plus de place en fait, et j'ai réussi, je sais plus comment je me suis débrouillé à lui laisser une place. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé en compétition en fait. Alors je le voulais en compétition, mais il s'est retrouvé en compétition parce qu'en fait j'avais déjà tous mes films de compétition et j'avais pas appelé quelqu'un à dire ouais finalement j'ai trouvé mieux, je vais te mettre en compète et tout. Ça nous est arrivé qu'une seule fois d'ailleurs de retirer un film du festival alors qu'on l'avait sélectionné. C'est un film qui est d'ailleurs chez vous, je vais vous balancer une exclue. C'est un film, je crois qu'il était plus, mais il s'appelle Butt Hall. Bud Boy. Ah oui. Bud Boy. Ouais, tu m'as déjà raconté cette histoire. Ouais, mais le public ne sait pas. Il n'y est plus, effectivement, mais on l'a eu. Je peux raconter. Donc, on voit le film, c'est l'histoire d'un. Le scénario est génial, c'est l'histoire d'un gars qui aspire dans son trou du cul des gens dans une autre dimension. Quoi. Dit comme ça, tu dis, putain, je veux voir ce film. Le film, il est pas dément en fait. Il y a des. Alors, il est plus chez vous, donc je peux voilà. Ouais, non, mais même s'il était chez nous, t'as le droit de. Mais tu vois, parce que l'idée est géniale, mais ça va pas toujours. Mais il y avait une séquence de fin dingue où en fait, une des personnes qui était dans le monde parallèle ressortait. Et une séquence assez onirique et tout, sous fond de Kate Bush, de Running Up the Hill, qui n'était pas encore remis au goût du jour par Stranger Things et tout, quoi. Et la séquence était dingo, quoi. Et on dit OK pour le film, et on reçoit plus tard un autre screener pour commencer le sous-titrage, et j'ai envie de me taper la scène. Et là, c'est une musicomètre qui n'a rien à voir avec Running Up That Hill, et ça perd tout. Et c'était le seul truc qui nous donnait envie d'aimer ce film, c'était cette séquence-là. On a passé une soirée à discuter de cette séance. Je crois que c'était toi, moi et François. Crois, ouais. On a halluciné, quoi. Vraiment, là, ça nous a fait notre soirée. Parce qu'on n'avait pas plus le film que ça, mais cette séquence-là était vraiment cool. Et quand il n'y a plus ça, c'est con, c'est la seule fois en 13 ans qu'on a dit non à un film alors qu'on avait dit oui, mais on avait une raison. Mais il y avait une vraie raison, ouais. Ouais, mais du coup, c'est pas le film qu'on avait vu. Et c'est un souci de droit, alors ils vous ont dit. Bah oui, ils avaient mis ça en tom track en mode on aimerait voir ça. Ouais. C'est un petit budget, donc. C'est Kate Bush qui a dit non, apparemment. Ouais, je veux pas que ça soit dans le c'est bizarre. C'est bizarre. Voilà. Elle est pas très ouverte d'esprit, Kate. Donc voilà, donc s'il faut pas dire trop vite, donc c'est compliqué parce que des fois on se retrouve à devoir très très tard de boucler la prog parce qu'on veut être certain qu'on n'est pas un truc mortel. Genre, un autre exemple, tiens, regarde, j'en ai plein des exemples à vous donner. Une année, on avait bouclé la prog, c'était fini, c'était l'année de Shin Godzilla, où il y avait Mutafuka, il y avait plein de trucs et tout, quoi. Et très bonne année. Et il y a un film que j'avais pas repéré parce que il était au Fantastic Fest, il n'y avait pas de bande-annonce, il n'y avait pas de photo, il y avait juste un résumé. C'était un film argentin, enfin d'Amérique latine. Et souvent les films d'Amérique latine, parce qu'en fait au Fantasy Fest quand ils sont proches du Mexique et tout, ils ont souvent beaucoup de films, c'est mexicain, ils ont beaucoup de films qui s'appellent Blood Window, c'est des films c'est nul souvent, mais ils les prennent pour le côté il faut qu'on montre aussi ces films là et tout, quoi. Donc j'avais dit c'est bon, laisse tomber, on va pas le prendre et tout. Puis c'est David Doucan, un ancien de Mad, qui me dit t'as vu ce film là, ça a l'air pas mal. Et il me dit c'est un mec qui s'appelle Germanico qui travaillait chez Album qui avait repéré ce film là, et il me parle de ça, ça s'appelle Tigers and Not Afraid. Et je vois la bande-annonce, je dis putain ça a l'air pas mal et tout, quoi. Et magie d'internet, parce qu'avant quand on a commencé le pif, les premiers temps on recevait des DVD du Japon, des États-Unis, des DVD physiques on recevait pour voir les films. Et là j'arrive à trouver le contact de l'ayant droit. Il m'envoie dans la nuit le screener, c'était un vendredi. Le samedi, on jouait le film. Je dis putain, c'est mortel, je sais plus qui je demande de regarder aussi. Et on le valide, alors qu'on rendait le catalogue le lundi, je crois, un truc comme ça. Et j'ai réussi à le placer. En fait, j'ai enlevé un film de patrimoine. C'est pour ça qu'il était du coup à 16h en semaine. D'accord, ok. Parce que du coup, j'ai fait le film de patrimoine que personne n'attend. Je crois que c'était Théâtre de sang ou un truc comme ça. J'ai viré, j'ai fait, c'est bon. C'est pas grave. Et j'ai mis ça que ce jour-là, il y avait 3 films en compétition qui suivaient. C'est parce qu'on a vu celui-là au dernier moment et on a pu l'inclure au dernier moment. Et j'ai failli pas le prendre parce que j'avais plus de place en fait. Et il a gagné. Il a gagné le Grand Prix. C'était moi la personne à qui t'as demandé à l'arrache. Je sais plus à quelle heure tu m'as demandé ça, genre à 23h au minuit. Tiens, tu peux regarder ce film-là. Des fois j'aime bien le film, mais je me dis, est-ce que je m'emballe pas trop? Et surtout là c'était Speed. Et je demande un second avis. Des fois, cette année il y a eu le cas par exemple pour un film de kaiju japonais qui semblait génial sur le principe. C'est dommage. Je dirais pas non, vous pouvez faire la mauvaise pub, mais je le trouve pas ouf. Mais même s'il y a une séquence ou deux de bien, je dis bon, je vais demander à Xavier parce que lui c'est sa cam. Et il me dit que moi non mais laisse tomber, c'est trop cheap et tout, donc on l'a pas pris. Mais tu vois, j'ai pas la science infuse, donc et on a tous des spécificités. Tout l'intérêt d'avoir un comité. Ouais, je sais que je peux demander à Nassim tel type de film, je peux demander à Paul ou à Virginie. Enfin tu vois, je sais à qui je peux demander. Xavier, tu vois, si j'ai un doute, voilà, parce que ça m'est déjà arrivé une fois de défendre corps et âme un film. Et tout le monde dit c'est nul, et donc on l'a pas programmé. Et je l'ai programmé tout seul après aux Alus.
Et je l'ai regardé dans la salle avec les gens et je me suis effondré dans mon siège en me disant putain, c'est vraiment nul. Je l'avais pas revu. Et donc depuis, c'était Radius, un film canadien qui a une histoire géniale. Oui, bah oui, mais je suis désolé, sur le coup j'ai adoré. Et en fait, l'histoire est géniale, mais c'est juste que c'est mal joué, c'est mal fait. Enfin, ça me rappelle un débat qu'on avait avec Gérard Armé sur un film d'affecté danois ou suédois aussi il y a très longtemps, que tu avais adoré et que j'avais détesté et que on n'arrivait pas à se comprendre l'un l'autre sur ce film. Ouais. Il doit sûrement être très bien ce film, je pense. Je pense que la terre entière doit l'adorer. Et je crois que t'étais un peu tout seul, Gérard. Je vois ce que tu veux dire, mais je me souviens plus du film, c'est que ça a pas. Je me rappelle même du repas où on a discuté, c'était dans un resto où il m'avait servi un coca frelaté. Tu te rappelles pas? Et que j'ai dû aller demander à ce qu'on change mon coca. C'est très précis comme. C'est très précis. Voilà. Bref, là, on s'éparpille. Combien de films vous regardez pour la prod? Sur la partie long métrage, je crois que c'était 400 et des brouettes. Waouh. Mais plus de 400, mais parce que du coup, comme j'ai dit, on reçoit des liens. Donc il y a des liens qu'on reçoit c'est pour tout le monde. Du coup, généralement, c'est Cyril qui centralise. Du fait que c'est moi qui gère la plateforme. Du coup, j'ai aussi tous les films de la plateforme, Film Free. J'ai tous les films de la plateforme à regarder et du coup, comme il y a mon contact PIF sur la plateforme, il y en a certains, ils préfèrent m'envoyer directement leurs liens. Donc Film Free, c'est une plateforme où les gens peuvent envoyer leurs films pour les soumettre. Quand moi, je mets les films dans la liste, c'est moi qui suis été proactif et qui était chercher les films par rapport à d'autres festivals, des sorties et tout. Et je les mets à faire regarder par l'ensemble de l'équipe. Et en même temps, des gens nous envoient, et malheureusement, c'est rarement top. Et c'est surtout Xavier qui a la machine qui a la capacité à avoir 10 films dans la journée tout en travaillant à côté. Enfin, c'est une machine. Quoi. On a un système un peu pareil sur Shadows, mais plus étalé dans le temps, quoi, que sur une période très concentrée. Non, mais je cherche pas. Là, on a 12 films à sous-titrer, on en passe 30. Genre, un distributeur normal, il sort peut-être 10 films dans l'année, nous, on en sort 30 en une semaine. Tu vois, c'est un marathon. Ne faites pas de festival organisé. C'est chiant. Allez-y plutôt. Payez votre place. C'est beaucoup moins chiant à gérer que d'organiser. Je vous dis vraiment. Et justement, sur le nombre assez affolant, il faut vous rappeler qu'on est 6 à regarder. Et puis après, c'est comme tout. Il y en a certains, suivant nos goûts, il y a des trucs qu'on attendait un peu. Donc généralement, tu es là, tu fais « Ah putain, ce film-là, je voulais absolument le voir ». Tu te jettes dessus. Et des fois, il y a des films que tu avais bien aimé avant, genre... un réalisateur que tu avais bien aimé avant, du coup on sait que celui-là, moi tu l'as laissé pour voir le nouveau parce que tu as suivi, genre, par exemple, il y a Statue Chou, c'est la famille Adams. Vous avez dû en passer, je pense, alors pas la famille Adams, le film. Oui, les réalisateurs Adams qui se font appeler la famille Adams. Et ils ont tous vu. On n'en a jamais sorti parce que pour le coup, moi je trouve ça pas bien du tout. Moi je trouve ça absolument admirable. Tu vois, voilà. Moi j'adore. Mais j'en ai vu 3. J'ai vu The Deeper You Dig, j'ai vu celui avec la fille avec la couronne aussi. Mais Xavier adore, mais il sait que c'est pas forcément pour l'utilisateur du PIF, donc il va pas les mettre en avant. Tu vois, comme je disais, des fois il y a des trucs que j'aime pas et je vais le mettre pour le public, et des fois il y a des trucs, typiquement Hellbender, je trouve ça absolument génial, c'est un des meilleurs films de sorcières que j'ai vu de ces dernières années. Je peux pas montrer ça au PIF, quoi. On n'a pas le public pour ça, quoi. C'est un peu chipouille, mais ça se veut aussi en même temps un peu arty et tout. Enfin, tu vois, je peux comprendre qu'on puisse trouver ça trop cheap, trop arty, trop le cul entre deux chaises, j'ai un blocage de cheap, quoi. Parce que c'est cheap mais sérieux. Alors que quand t'as du cheap où ça se veut, enfin, ça embrasse ça et ça fait un truc fun, ok. Mais là, ça se prend hyper au sérieux, sauf que t'y crois pas une seconde parce que c'est trop. Justement, tu vois, le seul film que j'aime pas, c'est le dernier qu'ils ont fait, celui qui a été produit par Shudder, qui est justement un truc avec deux. Et qui est. C'est moi qui l'ai vu. Mais c'est pour ça horrible. J'ai dit à Laurent, j'en peux plus. La Adams Family, donc regarde. Non, mais justement, celui-là, là où ça marche pas, c'est qu'ils essaient d'être drôles. Et moi, ce que j'aime d'habitude, c'est la poésie morbide qu'il y a dedans. Et là, forcément, ça marche pas. En fait, c'est le cul entre deux chaises. Tu sens qu'ils essaient d'être drôles, mais déjà à l'image, ne serait-ce que l'esthétique du film contredit complètement sa tonalité. Et ils n'ont pas le rythme de la comédie. Enfin, ça marche pas. C'est juste vulgo, c'est con. C'est ça, exactement. Et du coup, il n'est pas au PIF. Voilà. Parce qu'il y a des bons films et on va en parler. Donc, dans cette compétition officielle, est-ce que alors on va déjà dire les titres. Donc Bloodstar, alors j'ai pas tous les noms de réels en tête, mais je vais prendre le bon papier. Voilà. C'est du direct. Ça, c'est un premier long métrage. C'est du direct en différé, mais Laurence Giacomelli. Bloodstar, donc de Laurence Giacomelli. The Wailing de Pedro Martin Calero. Espagne, Argentine, France. Escape from the 21st Century de Yang Lee. Strange Darling de J.T. Molnar. Dead Talent Society de John Su. Taïwan. On dirait, tu sais, les trucs de quand ils disent Taïwan, tu sais, genre l'Eurovision. You Are the Universe de Pavlo Ostrikov. Ukraine.
Hérésie de Didier Cunnings, Pays-Bas. Desert Road de Shannon Triplett, États-Unis. Cuckoo de Tillman Singer, Allemagne, et États-Unis. The Assessment de Fleur Fortuné. Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis. T'as oublié Stranger League, non? Non, je te dis. Non, Ah bon, il a ok. dit. C'est toi qui as oublié. Ok. Voilà. Alors nous, on en a vu quelques-uns par notre position aussi de plateforme. Vous les avez tous vus. Est-ce qu'il y a vous avez déjà des coups de cœur, vraiment des films que vous dites celui-là vraiment il me tient à cœur, c'est mon petit chouchou. Ah bah oui, moi j'en ai même deux, je dirais, qui me tiennent particulièrement à cœur. Bon alors il y en a un, et je vais être parfaitement transparent et honnête avec vous, c'est moi qui l'ai amené au pif, puisque c'est un film qui est distribué par SND. Donc voilà, moi quand j'ai su qu'on allait l'avoir, j'étais fou. Et une fois que je l'ai vu, c'est non mais putain, faut le mettre au pif quoi, c'est obligé. Xavier bosse à SND pour rappel. Voilà. Enfin, chez SND. Et du coup, bah ouais, Strange Darling, c'est un film qui a eu. C'est un des petits chars d'assaut de festival de ces derniers mois. Il a fait pas mal de buzz et tout. C'est un film on pourrait dire, c'est une femme qui est poursuivie par un homme avec un fusil qui clairement ne lui veut pas du bien. Et on peut pas en dire plus. Voilà, on ne peut pas en dire plus. Et le tout dans une ambiance vraiment étrange, une photographie absolument magnifique. Que l'on doit à Giovanni Ribisi. Voilà, l'acteur. Voilà. Et pareil, du coup, avant de travailler sur le film, je ne savais pas que Giovanni Ribisi était directeur de la photographie aussi. Et tourné en 35 mm et c'est fièrement annoncé dès le début du générique. C'est absolument génial. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on puisse faire une projo au Max Linder, parce que franchement, le film le mérite. Quoi. C'est très très beau. Je voulais un écran énorme pour pouvoir le diffuser. Et non, vraiment, le film est vraiment super. L'ambiance est incroyable. La musique aussi, elle est top. Je suis même à deux doigts là de choper le vinyle. Il se repose un tout petit peu trop sur ses chansons, je trouve, parfois dans ses effets. Il aime bien ça, en tout cas. Il sait que ça marche. quelques petits gimmicks qui peuvent Moi, je suis client à 100%. Mais ça marche. Dans la globalité, ça marche super bien. Et puis le film on peut pas en dire grand-chose, mais le film a une thématique assez étonnante, un peu à contre-courant de l'ère actuelle, qui peut faire parler, grincer des dents, mais en tout cas, je trouve que c'est pas inintéressant que ça existe. Voilà, je suis assez curieux de voir en tout cas les réactions autour du film. Je pense qu'il peut générer des débats qui sont pas forcément inintéressants. Mais justement pour les gens qui s'interrogent beaucoup, quand on parle du pif, quand les gens veulent venir, c'est vraiment le niveau de violence. Très souvent on me demande. Franchement, Strange Darling, c'est pas de la gentillesse, mais c'est pas non plus le summum de la brutalité. Non. Mais ce qui est vraiment important, c'est l'aspect sensitif et émotionnel du film. Et vraiment, c'est ça qui prend aux tripes. Ouais, c'est assez étonnant parce qu'ils arrivent justement, malgré ce qu'on apprend sur les personnages, ils arrivent à garder le côté émotionnel jusqu'au bout et c'est plutôt fort. Ouais. D'ailleurs, pour la violence, je dois décider à chaque fois des interdictions pour les films, parce que c'est des films qui n'ont pas encore passé par des visas de censure, donc je dois me faire un peu le censeur. Et j'ai tendance à être assez sévère chaque fois. C'est quand je vois un film qui. J'ai un doute, je mets 16. De toute façon, comme on n'a pas de gamins qui viennent au festival, c'est pas grave et tout. Et cette année, il y a beaucoup de tout public ou de 12. C'est une année pas très violente. Autant la dernière, elle était assez bourrinos. On m'a fait la remarque que c'était un peu violent. Cette année, c'est une année plutôt. Donc si vous êtes un peu. Ça vous fait un peu peur et tout, c'est moins violent cette année que les autres années. Ouais, effectivement, tu l'as mis moins de 16, mais. Parce qu'il fallait. C'est un des rares moins 16 du truc et tout. Parce que je me suis dit, non, en temps normal, c'est même pas du moins 12, je pense. Oui, même, pour moi, c'est un moins de 12. Ouais, voire même limite juste. Parce que je fais ça aussi pour Shadows, tu vois, je choisis les. Mais je pas de risque. Parce que j'ai eu une discussion avec le CNC, ils m'ont dit, pourquoi vous avez mis telle interdiction alors qu'un autre festival avant, vous avez mis moins. J'ai tendance à me dire, vu que c'est pénalement, je suis responsable si jamais il y a un problème, vu qu'on n'a pas de gens de 14 ans qui viennent au festival, je prends pas de risque. Si j'ai un doute, je mets 16. Stranger Darling, franchement, en temps normal, c'est du 12 ou même un peu moins, je pense. J'ai mis 16 pour pas prendre de risques. Voilà, c'est vraiment. Si tu veux rétablir la balance, on peut te mettre un petit Terrifier 3 pour. Là, j'aurais mis 12, tu vois, celui-là. Et juste pour. Il y a un truc sur le film qui est assez curieux. Il avait été montré au Fantastic Fest à Austin en 2023, donc en septembre l'année dernière. Et en fait, il a disparu des radars. C'est Miramax qui a le film. Et moi, je suis très content de savoir qu'un distributeur en France allait sortir parce que c'était un peu l'Arlésienne. Tout le monde se disait, mais il sort quand ce film? Il sort d'où? Quand Xavier m'a dit toc toc, on a ça, j'ai fait je l'avais pas encore vu à l'époque.
Et quand je l'ai vu, j'ai fait. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas lié aussi justement au fait que Miramax a quand même traversé quelques tempêtes ça fait et longtemps, transformations Non, ça fait longtemps. Non, t'inquiète, Miramax s'est bien remis depuis. Ouais, c'est chez Disney, donc c'est plus du tout. Ils ont créé la Weinstein Company, la Weinstein et tout. Miramax, ça fait genre plus de 10 ans que c'est loin de tout ça et tout, quoi. Non, c'est juste que le film avait disparu des radars et je pense qu'ils avaient sûrement une idée en tête pour la sortie américaine. J'imagine que c'est souvent ça qui bloque les films et tout, quoi. Donc Xavier nous a parlé de ça et moi je l'avais pas vu quand il m'en a parlé. Je connaissais la réputation, mais j'ai vu, je fais c'est cool le bordel. Et puis ils avaient ça en salle, ça doit vraiment être. Il y a Kyle Gallner qui est un acteur que j'adore, que je trouve hyper charismatique et il est mortel dans le film. Ah ouais, c'est vraiment un de ses meilleurs rôles, je trouve. Ouais, il était assez génial. Le face à face avec la comédienne dont je viens de oublier le nom. Willia Fitzgerald. Merci, qui est très très bien aussi. Et voilà, tout le premier jeu de Shia LaSue et le premier tiers du film entre les deux est assez virtuose d'écriture, de jeu, de tension, de ça va là, non ça va, là ça va là, non ça va pas là non plus. Et même si la structure en chapitre, elle est. Attention Laurent, tu es souvent border sur les. Je suis border, mais on va changer de sujet parce que. Mais non, voilà. tu es prêt. C'est très cool, très cool. Allez, hop. Second film de Xavier. Voilà. Et le second film, c'est Hérésie. J'ai très envie de voir, du coup, Hérésie, il gagne déjà 50 points puisqu'il dure 61 minutes. Alléluia. Et je vous garantis que... Tu n'as jamais... Enfin, tu fais les courts, mais dans les longs, tu n'as jamais conseillé aussi court, je crois. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs de Pifcast avec des films de 3 heures. Je crois que le plus court que j'ai dû proposer, ça devait être Tetsuo. D'accord. Bon, difficile de faire plus court. Mais non, Hérésie, c'est simple. Du coup, je me permets juste de rebalancer ce qui est dans le catalogue. Blâmé par sa communauté pour ne pas avoir d'enfants, Frida se plonge dans la prière et les rituels. Voilà, ce qui est annoncé, c'est clairement le film. Voilà, le sous-texte est somme toute assez évident. C'est un film vraiment étonnant qui a été fait de manière un petit peu particulière. Alors, je garde un petit peu la surprise, je ferai ça sur scène. Donc, vous êtes obligés de venir pour savoir comment ce truc a été fait. Et c'est vraiment un film étonnant. Pas un budget énorme, mais franchement, il y a certaines images dedans. Je fais waouh, vraiment waouh, quoi. Et je crois que c'est toi qui me l'as. J'avais vu la bande-annonce en faisant la recherche. C'est toi qui m'as pingé là-dessus. Je fais ça, c'est du Xavier Movie. Et tu m'as dit je veux. Et on a eu le trailer, enfin on a eu le film un peu plus tard. Et dès qu'on l'a eu, je te dis tiens, c'est ça, je t'avais envoyé la bande-annonce, regarde-le, et t'as tout de suite aimé, quoi. Ouais, mais j'avais repéré ça, c'était passé au Festival de Rotterdam en début d'année, Imagine. Et donc c'est là que j'avais repéré le film et tout, quoi. Voilà, il me connaît si bien, un vieux couple. Et toi, Cyril? Juste pour Hérésie, pour dire c'est très bien. Et je pense qu'on entendra parler de ce réalisateur. C'est pas niveau Robert Eggers, mais il y a quelque chose. Il y a vraiment, c'est un mec très talentueux. Non, mais clairement. Il sera là d'ailleurs pour présenter le film et tout. Donc voilà, on est très contents. Moi, mes deux films, alors c'est compliqué parce que je les aime tous, moi, mes films. Mais j'en sais deux, mes deux préférés. Je vais commencer par celui. Enfin, je garde le meilleur pour la fin, mais ça, tu sais, Xavier, lequel c'est. Oui. Le premier que je conseillerais, c'est Desert Road de Shannon Tiplett qui passe donc le dimanche soir. C'est un film de boucle temporelle. On a eu beaucoup de films de boucle temporelle la dernière, un peu trop. D'un moment, on se dit tiens, quand t'as pas d'argent, c'est le truc facile à faire et tout, quoi. Donc comment être surpris par ça? J'ai vu celui-là à 1h du matin à CGS en mode ça faisait partie des films que j'avais pas pu voir parce que c'était compliqué à trouver. Celui-là, c'était dans des boîtes américaines un peu compliquées avec des droits pas faciles à trouver. Donc je suis allé voir en mode faut que j'aille le voir, et au pire je me barrais au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, et je suis resté tout le long et j'ai trouvé ça vraiment mortel et tout, et très émouvant, très touchant. Et je me suis dit il y a vraiment un truc, elle est super douée, l'actrice joue super bien. L'actrice, elle est incroyable. Elle a eu un prix d'ailleurs à CGS, elle a eu le prix de l'interprétation féminine au festival de CGS, quoi. Et vraiment le film, je me suis dit tiens, c'est bien, il va un peu plus loin que ce que j'imaginais. T'as les trucs attendus, donc tu sais qu'à des moments quand tu vois un truc, ça va t'expliquer plus tard. C'est pas qu'une boucle temporelle, en plus c'est vraiment une boucle spatio-temporelle. Ouais, c'est un peu déjà un peu trop. Tu trouves? Non, ça va. Ouais. Mais ça va, je dirais pas, c'est pas du niveau de primeur, parce que là je vois Xavier qui commence à faire lever la table avec son sexe en érection. C'est pas au niveau de primeur, mais il y a ce côté mécanique. Shannon a vachement réfléchi son truc, et c'est pas bêtement des boucles et tout ce que ça implique. Il y a une notion de construction, c'est assez intéressant et c'est bien foutu visuellement et tout. Ça sort l'année prochaine aux États-Unis. Je crois qu'ils ont prévu une belle sortie et tout. Donc, et c'est marrant ce qu'il m'avait dit, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai traîné un peu les pieds pour y aller. Il m'avait dit c'est fini, on fait plus de festival. CGS, c'est le dernier festival et tout. Donc quand il dit ça, c'est mort. Hein. Donc j'étais voir en mode pour me dire au pire, je fais chier, c'est pas bien, je m'en fous, quoi. Ou bien c'est trop bien, ça fait chier. Et quand c'était trop bien, je leur ai fait j'ai pris ma belle plume, j'ai fait vous vous rendez pas compte, ce film il est génial, il faut que ce soit au pif et tout. Et ils m'ont fait écoutez,
on vous fait confiance et tout, et on vous le passe. Génial. Tout, voilà. Donc Okay, du coup, c'est la première française. C'est la première Super. française, voilà, du coup, très content d'avoir le film. C'est le cas aussi d'ailleurs pour Hérésie, première française, on l'a pas indiqué. Et le second, c'est pas une première française, d'ailleurs, il a déjà bien marché dans d'autres festivals avant nous. Il a eu le Grand Prix au Festival de Strasbourg, le FEFS, où il avait sa première française. Il a été aux Utopias à la presse, c'est You Are the Universe, un film de science-fiction ukrainien. Bah, c'est pas compliqué, c'est peut-être mon film préféré de l'année tout court, peut-être dans les 2-3 préférés de l'année. J'en dis pas plus parce que alors, je peux dire au moins l'histoire, c'est dans une sorte de futur, il y a un gars qui pilote, qui trimballe des déchets nucléaires d'une planète à l'autre et tout, quoi, et un jour la Terre explose et il se retrouve être le dernier humain sur Terre. Et, voilà. Pas sur Terre, du coup. Bah, pas sur Terre, du coup. Le dernier humain dans l'univers, You Are the Universe, voilà, quoi. Et son seul compagnon, c'est son robot de genre Hal, tu vois, qui lui parle et tout, qui est un peu sarcastique, fait toujours des blagues et tout, quoi. Et il va recevoir un appel et voilà, c'est le film démarre, enfin c'est ça le truc et tout. D'accord. Et ouais, je vais pas dire que j'ai chialé, mais ouais, quasiment en fait, ouais, c'est super émouvant et tout. Tu peux le dire. Non, mais vraiment, et surtout c'est un film ukrainien, donc tu sais que c'est compliqué pour eux. Est-ce que tu pleures vite? Je pleure facilement devant Non, des mais films. quand tu pleures, Ah, ça peut tomber rapidement. Ah oui, non, oui, tu pleures aussi vite que tu parles. C'est ça, Ah ouais, tu veux savoir, ouais. bien vu. Non, mais faut dire que voilà, c'est un film important. D'ailleurs, le réalisateur nous a fait un petit mot là pour le festival, et il parle de la situation en Ukraine. Je me dis putain, le pauvre et tout, quoi. Pas facile, quoi. Donc non, j'adore ce film, vraiment. Je comprends pourquoi il plaît autant. Il a fait sa première mondiale à Toronto au TIFF en septembre, donc c'est un film assez frais, quoi. Voilà, je l'ai passé du coup, comme c'est mon festival, je l'ai passé le samedi soir à 19h30, je vous emmerde, voilà. Voilà, j'adore ce film, je le trouve super. Après, j'ai tendance à souvent trop survendre les trucs parce que quand je suis à fond, et des fois les gens ils me disent ah t'as abusé, c'est bien, mais voilà. Donc je préfère pour une fois modérer mes ardeurs. C'est mon film préféré de l'année, c'est un de mes films préférés de l'année. Vous êtes peut-être déçus, mais globalement le film plaît beaucoup. Je pense que je me trompe pas trop, quoi. Très bien. Voilà, ce petit tour, moi, je pense, de la compète. Bon, il y a un film qui commence à avoir sa répute, à avoir tourné un peu le festival, mais que moi j'aime bien, qui s'appelle Kekou. Du réalisateur de Luz. Exactement. Et un film que j'aime bien parce que déjà il contient ma scène de flip préférée de l'année, c'est-à-dire la scène du vélo, que je trouve géniale en matière de mise en scène, d'idées et tout, c'est super. Le film n'est pas parfait, mais j'adore son ambiance phénoména. J'ai vraiment arrêté de penser tout le temps. Ouais, et puis pas que ça en plus. Il n'y a pas que le cadre aussi. Il y a la nature d'un personnage. Enfin bref, je veux pas trop en dire. Et puis Hunter Schafer, l'actrice incroyable qui a été révélée dans la série Euphoria et qui est absolument géniale dans le film. Et voilà, même si le film a des petits défauts, il y a quand même une sacrée ambiance, de super bonnes idées de mise en scène, quelques bons moments de flip. Voilà, j'ai trouvé ça très cool. Et voilà, et c'est une sacrée gueule. En plus, et Dan Stevens qui joue l'antagoniste. Non, mais s'amuse bien comme il faut. C'est cool, moi j'avais surkiffé Luz et contre l'avis de tout le monde parce que Xavier, non, je pense que Xavier aime bien, mais oui, moi j'avais aimé. Luz, les gens des fois ça les saoulait, mais moi alors, c'est un anti-film pour moi, c'est tout ce que j'aime pas normalement, les films lents. C'est vrai, ouais. Mais j'avais adoré, je l'avais vu à Neuchâtel, j'avais été transporté. Et donc quand on dit que j'attendais celui-là, ça faisait des années que j'écrivais à Tillman pour savoir quand c'était fini, quand c'était prêt et tout. Genre ça fait peut-être 4 ans que je l'essaie, peut-être 3 ans, que j'essaie d'avoir le film et tout, quoi. Et enfin ça y est, donc là on a pu le récupérer, c'est cool, quoi. Ouais, c'était très très cool, ça a été une très très belle séance, ça aussi. Voilà. Eh bien, nous avons ensuite la section hors compétition, dont les films d'ouverture clôture, parce que ce sera les pages d'avant. Voilà, tout à fait. Donc, on peut commencer par ça. On peut commencer par le film d'ouverture. Sacré morceau. Du coup, vous l'avez vu, vous deux, du coup? Non, je me réserve. Donc je me réserve, mais aujourd'hui, tu as vu le tweet de Joseph Kahn aujourd'hui? Par rapport à la toute dernière modif qu'il a faite, et qu'en gros, voilà, cette version. Donc, attends, d'abord, je te laisse présenter le film. Avant de... Donc, Joseph Kahn, on avait passé son deuxième film au PIF en clôture en 2011, qui s'appelle Detention. Une séance qui a été mémorable, il était venu d'ailleurs et tout. J'y étais. Voilà, c'était quelque chose, cette séance. Il est revenu plus tard en 2017 avec Bodied, un film sur les battles de rap qui avait vachement fait parler lui aussi, quoi. Et donc là, c'est son 4e film, Hic. Il a fini juste la veille du Festival Toronto Midnight Madness. Donc, ce qui fait qu'en fait, le film a été un peu assez froidement reçu là-bas, quoi. Parce qu'il y avait plein de trucs qui n'étaient pas encore finis, on va dire, ou pas comme il fallait, quoi, et tout. Donc, c'est vrai que là, depuis tout ce temps, à chaque festival, il fait des modifications de FX, d'un peu de montage et tout, quoi. Et il m'a dit, tu verras, pour Paris, tu auras le meilleur cut possible de Hic et tout, quoi. Donc, j'en dis pas plus, je laisse les gens le découvrir le soir de l'ouverture. Ça revient plus sur Detention, c'est pas du Bodied, donc c'est plus du Detention. Si Detention c'était un cri d'amour aux années 90, là c'est un cri d'amour aux années 2000. En fait, au festival, il y avait Bloody Effie que je découvrais en fait et tout. Et elle est plus jeune que moi, elle doit avoir une génération de moins que moi.
Et elle connaissait toutes les musiques par cœur du film. Ça lui a trop parlé. Moi, j'avoue que ça m'a moins parlé que Detention. Elle m'en a parlé du film et elle nous a fait une petite vidéo sur le film. Donc elle était en extase. Parce que moi, je disais à Joseph, moi, c'est pas compliqué. J'ai peut-être reconnu 10% des musiques. Alors qu'elle avait tout reconnu. Elle était trop contente et tout. Tu vois, donc c'était plus pour une génération, la génération après nous. Tu vois, c'est peut-être leur Detention à eux. Donc voilà, mais c'est un film de monstre à la The Blob, à la Faculty, quoi. C'est très fun. C'est toujours plein d'idées. L'écriture est toujours incisive et tout, c'est du Joseph Kahn pur jus. Et du coup, ce qui est marrant, ça sera plus pour les séances cultes après, mais je lui dis Joseph, je suis un complétiste, on a passé tous tes films, sauf un, on n'a pas passé Torque. Est-ce que ça te dit qu'on le passe en 35 mm juste après la projection de Hick? Il m'a fait ah ouais, mais trop, il est trop content et tout, quoi. Et donc, donc double programme Joseph Kahn avec donc son dernier film et son premier, Torque, la route sans flamme, un film de battle de moto. C'est ça, c'est le Fast and Furious de moto, moi je dis souvent. Et je voulais même pousser le vice plus loin, je voulais qu'on passe son court-métrage Power Ranger. Mais en fait, niveau timing, qui est dément en plus. Qui est dément, mais niveau timing, ça dure un quart d'heure. En fait, ça l'enlèverait du Q&A. Donc je préfère qu'on ait plutôt Joseph. Et je lui dis, on passera celui-là à ton prochain film. Ça fait comme ça, on le prend pour le prochain. Donc voilà pour Hick. Voilà, donc film d'ouverture. Passons. Non, gardons le film de clôture pour la fin. Tiens. Et donc. Dans le reste de la sélection hors compétition, toi je sais Aurélien que il y a un film que tu aimes beaucoup, The Rule of Jenny Penn. Tout à fait. Donc il y a 5 films hors compète. On va les citer d'ailleurs. Voilà, en enlevant l'ouverture et la clôture. On refait notre petit jeu. Allez, mais du coup. C'est toi qui fais et moi je fais les pays. Vas-y. Daniela Forever de Nacho Vigalondo. Espagne, États-Unis, Belgique. The Rule of Jenny Penn. Nouvelle-Zélande. James Ashcroft. Je suis allé trop vite. Nouvelle-Zélande, pardon. Mortel Raclette de François Descraques. France. Dead Mail de Joe Debord et Kyle McGonaghy. États-Unis. Et The Last Sacrifice de Rupert Russell. Royaume-Uni. Moi j'en ai vu 3 là. J'ai vu Dead Mail, Last Sacrifice et Rule of Jenny Penn. Et effectivement. Et Daniela Forever aussi. Oui, et Daniela Forever, j'en ai vu 4. Il me manque juste Mortel Raclette. Et du coup, oui, pour revenir à The Rule of Jenny Penn, c'est un film néo-zélandais avec 2 mastodontes quand même, enfin niveau acting, c'est-à-dire John Lithgow et Geoffrey Rush. Et donc ça se passe dans une EHPAD où on suit un juge qui fait un petit AVC, un juge assez reconnu pour son travail et assez établi qui fait un AVC, qui se retrouve en partie un petit peu paralysé et qui se retrouve dans une EHPAD où il va rencontrer donc John Lithgow, qui lui est un résident qui est en bien meilleure santé que lui, qui en tout cas peut se déplacer et faire un peu le tour des chambres, et d'ailleurs ce qu'il s'amuse à faire la nuit quand tout le monde dort, parce que c'est un putain de sadique. Et je me suis dit en voyant le film, je crois que c'est la pire ordure de 2024 au cinéma. C'est pas Art le clown, c'est lui, c'est John Lithgow dans The Rule of Jenny Penn, parce qu'on a envie de l'étrangler, mais d'une force. Il est atroce, il est sadique. On sait que John Lithgow peut jouer ça à la merde. Il a vraiment la tête de l'emploi. Et puis en plus ils l'ont un peu grimé avec des lentilles, ça lui fait un regard super bizarre. Et il a une espèce, donc Jenny Penn, c'est une espèce de poupée qui trimballe un peu partout, et il fait des trucs chelous avec. Des bails. Je garde les détails, ouais. Et donc vraiment c'est vraiment un affrontement un peu entre ces deux figures, et parce qu'il y a Geoffrey Rush du coup qui joue le juge, qui est le héros du film, qui décide de pas se laisser faire alors que tous les autres résidents ont très très peur, et c'est établi que voilà, on le laisse faire un peu ce qu'il veut pour qu'il reparte tranquille, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment cet affrontement entre deux figures, une complètement diabolique et une pas parfaite non plus, mais voilà, qui représente quand même plutôt quelqu'un de juste et de bon, et qui a bossé dans la justice du coup toute sa vie. Et c'est assez passionnant, c'est entre l'horreur psychologique et le thriller parano et le drame, et puis on n'a pas souvent des films qui se passent c'est que j'ai hésité à cause de ça, dans des EHPAD. Je me suis dit, ça te faire chier les gens, voir des vieux dans un EHPAD, c'est con, hein. Mais ouais, mais non, mais je me suis dit, après je me dis, mais le film il est bien, en fait, franchement, vraiment bien. J'ai eu peur que ça rebute un peu, tu vois. Je me suis dit, c'est pas le truc le plus sexy à vendre aux jeunes. Après, je me suis rappelé qu'en fait, il n'y a pas tant de jeunes que ça au pif. Donc, c'est pas grave, je peux me faire plaisir. Ça peut donner de bon film, un peu de Cortex de Nicolas Boukrieff. Le film est vraiment cool, hein. C'est la preuve d'Aurélien, il a surkiffé. Donc, non, je suis content de le passer, mais. Ça quand même, je me suis quand même posé la question. Et puis c'est pas gore, mais c'est assez méchant. Enfin, c'est vicieux, quoi. Et t'as des visions, des moments, t'as quand même des trucs un peu à la limite du fantastique, mais c'est quand même impressionnant ces trucs-là. J'ai hâte de le voir en salle, celui-là. Ouais, c'est vrai que il y a des idées de mise en image de notamment la figure de la poupée un peu qui sont très saisissantes, quoi. Ouais. Et vous, des petits chouchous pareils dans cette compète? Xavier, il y en a deux qui l'aiment bien. Oui, moi j'en ai deux que j'aime beaucoup. Alors je vais commencer par Dead Mail, qui est tiré d'une histoire vraie
d'ailleurs. C'est un film qui lorgne beaucoup dans l'ambiance vers Henry Portrait of a Serial Killer. Je crois que c'est le premier truc que j'ai sorti à Cyril quand j'ai fini de voir le film. Du coup, je l'ai repris dans le du site web, je te l'ai piqué. Voilà, j'ai mis Schizophrénia et ça, j'ai mis pour les références. Ouais, non, mais c'est ça. C'est un film vraiment étrange que j'ai trouvé très sensoriel. L'image est très particulière aussi. On est dans le râpeux. Voilà, on va faire simple. Et franchement, Dead Male, ça va être une expérience en salle. J'avoue que ce truc-là, même si je l'ai déjà vu, je serai dans la salle parce que je me dis sur l'écran du Grand Rex, avec le son du Linder, du Linder et avec le son à fond les ballons. Ça va être... C'est pas un film facile, mais il se mérite. Ouais, il se mérite un peu, mais je pense qu'en sortant, vous aurez envie de prendre une douche. Voilà. Mais en même temps, ça reste un film sur l'amitié et qui peut être touchant sous un certain angle. Et l'amour de la musique. Voilà, exactement. Les claviers. Et mais surtout, mon gros chouchou, c'est The Last Sacrifice. The Last Sacrifice, c'est très simple. Vous connaissez tous Wicker Man. Mais d'où ça vient? Et du coup, le documentaire va vous expliquer qu'en fait, c'est un true crime à l'origine. Et donc, comme tout documentaire true crime comme on peut voir sur Netflix, par exemple, on va commencer à expliquer ce qui s'est passé, machin. On va essayer de trouver des explications. Et puis, dans les explications, on va élargir un peu plus pour l'ambiance de l'Angleterre, du Royaume-Uni à cette époque-là, cette période un peu New Age. Et après commence à infuser le cinéma d'horreur anglais. Mais du coup, comment le cinéma d'horreur anglais infuse encore d'autres trucs, etc. Et ça continue. Et franchement, c'est un pétage de câble. Franchement, voir ce documentaire, c'est assez dingue. Vraiment. C'est très beau. Un travail sur l'image qui est. Ouais, au niveau on est vraiment en plus dans le type très actuel du documentaire. Donc, on est très loin du classique interview. C'est vraiment très très cut. Très très morcelé, beaucoup d'extraits de films qui sont utilisés certes à la fois en tant qu'image quand on parle du cinéma anglais, mais on utilise aussi des images de films d'horreur anglais pour imager des choses qu'on est en train de te raconter dans la vraie vie. Voilà, donc ça donne un truc qui ressemble à un film, mais c'est un docu, mais c'est ultra cut, c'est jamais chiant, et c'est vraiment hallucinant, et vraiment rester jusqu'à la fin parce que voilà. C'est un très bon complément au docu folk horror dont on parlait avant le podcast qui est dispo sur Shadows, Woodlands Dark and Days Bewitched. Qui est un docu absolument dingue, quoi. Et que vous avez tellement bien fait parce que pour moi, c'est sûrement le meilleur documentaire qui est fait sur la folk horror. Mais c'est quand même 3h30. Ouais, 3h15. 3h15, voilà. On se farcit pas les 3h15 de film parce que c'est très très dense. C'est très dense. C'est pas que c'est chiant, c'est que c'est très très dense. Et par contre, si vous le regardez, prenez tout de suite votre bloc-notes à côté de vous. Surtout que ça élargit tellement le champ de la folk horror. Moi, je sais que ça m'a ouvert les chakras sur la folk horror, ou des domaines et des trucs. Je les aurais pas à coquiner à folk horror. Alors en fait, tel que eux l'expliquent, c'est une logique. Mais moi, j'adore vraiment la folk horror. D'ailleurs, vous voyez l'affiche de cette année. Bref. Alors ça, c'est marrant parce que l'affiche a été faite bien avant qu'on sélectionne tout ça, et j'étais content. Du coup, d'avoir la Sacrifice et Hérésie. Mais c'était pas voulu du tout. Voilà. Mais et Getaway, c'est un peu de la folk horror. Oui, c'est ce que je veux dire. Il y a un autre film. Un petit peu. Mais c'est marrant, tu vois, c'est dans l'air. En fait, j'étais parti sur une autre idée. Et puis, j'ai fait, oh non, putain, merde, j'ai envie de faire de la folk horror cette année. Ouais, vas-y, je fais de la folk horror, machin. Et en fait, bram. Et du coup, Hérésie et The Last Sacrifice, je les ai vus, je crois, coup sur coup. C'était vraiment très marrant. Très cool. Voilà, mais en tout cas, The Last Sacrifice. Certes, c'est du true crime, mais je vous garantis, c'est pas que ça. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. C'est vraiment mortel. Par contre, je me permets juste un petit détail. Si vous n'avez pas vu Wicker Man, ça grille la fin de Wicker Man. Ouais. Donc, je vous conseille de voir le film avant. Et même, de toute façon, ce sera même encore mieux si vous avez déjà vu Wicker Man, parce que du coup, voilà, comme on y fait beaucoup référence, voilà, au niveau de la réflexion, ça vous permettra d'aller beaucoup plus loin. Chaque année, on essaie de mettre des documentaires dans le festival. C'est pas ce qui marche le mieux. Franchement, c'est même souvent des séances un peu décevantes.
Donc là, je pense que ce côté un peu fiction docu va peut-être, parce que la forme est réussie. Mais c'est dommage parce que c'est cool les documentaires en fait. Mais nous aussi, on adore en sortir sur Shadows. C'est rarement ça ce qui pas, marche le mieux. À part In Search of Darkness, ça quelque chose qui a plutôt bien marché, qu'on avait aussi découpé en épisodes parce que c'est des gros trucs de 4h30. C'est trop. Mais parce que les affiches sont cool, parce que cinéma d'horreur des années 80 et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des films où on croyait à fond et que ça n'a pas non plus décollé. On avait sorti un docu sur Chucky là, qui était mortel. Que moi, My Life with Chucky. Que moi j'avais vu pour le pif. Moi j'étais plutôt chaud pour le passer. Parce que j'ai mis dans la sélection d'ailleurs de trucs que je devais voir. Il me semble, et j'avais beaucoup aimé le côté famille. Ouais, c'est ça. C'est sur la fille du maquilleur et tout. Ouais, et c'est au final un docu vraiment super touchant. C'est assez étonnant. Donc on parle de Chucky quand même, quoi. Mais vraiment, la fin, tu fais ah ouais, quand même, quoi. Donc voilà, c'est vraiment dans les top visionnages de Shadows, mais c'est super d'en proposer. C'est cool qu'il y en ait au pif à chaque fois. Les docus, je veux dire. On en voit peut-être 8-10 par an, quoi, je dirais. La dernière, c'était Dario Argento Panico, donc c'était plutôt facile à programmer, mais voilà. Martin Raquel, peut-être, je peux vous en parler. Je pense que je suis le seul sur Terre, à part l'équipe, à l'avoir vu, parce que personne de l'équipe nous l'a vu. C'est pas compliqué, donc c'est le deuxième long métrage de François Descraques, après du coup Le Visiteur du Futur, qui est l'adaptation en film long de sa série télé. C'est une commande pour Canal+, c'est une série Canal+ décalée, donc ça sera un film qui sera sur Canal+, je crois, en mois de décembre. Donc ce sera peut-être la seule fois que vous pourrez le voir en salle. Alors, je dis ça la seule fois, peut-être c'est pas le cas, mais en tout cas, on est les premiers à le montrer, c'est une première mondiale du film. Il y aura d'ailleurs toute l'équipe qui sera là, à la fois bien sûr François Descraques, mais aussi quasiment tous les réalisateurs, les producteurs, enfin ça va être bien sympa et c'est vraiment super classe, quoi. C'est hyper bien écrit, c'est très très drôle, ça parle beaucoup de l'époque actuelle sur justement tu suis un tournage d'un porno éco-responsable, non, c'est ça, éco-responsable, effectivement dans un chalet et tout, quoi, et en fait pendant le tournage, il y a en fait une sorte de tempête et ça réveille un ancien chasseur alpin qui, du coup, va tous les buter. Donc le pitch vend du rêve. Voilà. Et c'est à la fois un super bon slasher, c'est qu'il est bien gore et tout, ça fait pas peur, mais c'est bien fait, tu vois, c'est hyper respectueux du genre et en même temps c'est super drôle, super bien écrit. Et donc tu suis ce tournage avec des gens à l'ancienne. Le réalisateur, c'est une sorte de Tarantino, il a plein de références, il fait son plan, il dit ça fait penser à tel film, machin et tout, quoi. Et t'as une coordinatrice d'intimité. Et en fait, elle est toujours un peu en décalage parce elle est toujours à fond sur faire gaffe à plein de trucs et tout. Et c'est ça, c'est le décourage de la mécanique de l'humour, mais c'est les confrontations de ces deux mondes et tout. Et donc c'est hyper bien foutu. Ça dure pareil 1 heure, ça dure 1h05, donc c'est très 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 bien. Donc ça m'a permis du coup de mettre les deux dans la même journée, là, Hérésie et Mental Raclette, parce que du coup j'ai pu caser voilà et tout. Non, on est très content. Moi j'aime beaucoup François Descraques et on l'avait déjà eu dans le jury, et donc je suis ravi de passer son film. J'avais essayé de passer à l'époque d'ailleurs Le Visiteur du Futur, mais le distributeur, ils avaient en tête une sortie un peu plus, on va dire, nationale, et donc ça n'arrangeait pas de passer au pif, donc c'est pas fait, quoi. Mais voilà, donc très content de faire la première, d'avoir l'équipe, d'avoir François, et je pense que tout le monde va passer un très bon moment devant ce film. Voilà. Très très cool. Parfait, nous passons à la séance parallèle composée de Sutorn de... Ah, il suit pas. Non, tu dis le réel et moi je dis le pays. Non, maintenant... Il est nul votre duo, les gars, mettez-vous d'accord, bordel. Il va falloir travailler un peu. Sutorn de Freddie McDonald. Et là, tu dis Suisse. Ah, mais moi, je pensais qu'on reprenait bon, Suisse, États-Unis. Hashtag gênant, les gars. Gênant. Viens, on se casse. De Ant Timpson. Nouvelle-Zélande. Et Ebony and Ivory de Jim Hoskin. Royaume-Uni. Si vous ne deviez en choisir qu'un, messieurs. Alors, si possible, je sais que ce ne sera pas Ebony. Alors, justement. Alors, déjà, excuse-moi, Xavier, je te coupe. Quelle est la différence entre la séance parallèle et le hors compétition ? Alors, en fait, historiquement, on regarde beaucoup de films, plus de 400. Dans le lot, il y a des films qu'on pense être fantastiques qui ont été demandés, qui ne le sont pas. Il y a des films qui sont présentés comme étant des films fantastiques, mais il y a des fois, c'est genre, tu vas voir un drame et genre, tu as juste un trou noir qui est dans le ciel et voilà, c'est considéré comme fantastique. Des rêves. Ou des rêves, ou des trucs comme ça. Le fait est que nous, on regarde tout jusqu'au bout. Et il peut arriver qu'il y ait des films qu'on trouve absolument excellents et qui ne sont pas fantastiques. Donc ce qui s'est passé, c'est que on a essayé à un moment de passer des films qui étaient moins ouvertement fantastiques, mais qui sont de toute façon naturellement nourris au fantastique. Genre oui, ou Bodied, c'est pas des films fantastiques, mais c'est des films il y avait une certaine ambiance. Par exemple, si je vais prendre un exemple, si vous avez vu The Nest avec Jude Law, qui est un drame pur et dur, mais fonctionne sur les mécanismes du film d'horreur. Nightcrawler, c'est ça en fait. Nightcrawler, voilà, tu vois. Tu vois, un The Nest aurait très bien pu passer au pif. On aurait pu.
Mais certes, ce n'est pas du tout fantastique. Et le fait est qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui venaient nous voir, c'est pas fantastique. Oui, mais le film est bien. Oui, mais c'est pas fantastique. Bon, il y a un moment, on s'est dit, écoute, c'est soit on passe ouvertement du fantastique, ou soit on reste dans cette idée de porosité des genres. Et on a envie de montrer des trucs qu'on aime, quoi. Oui. Et c'est surtout ça, Xavier. Parce que des fois, est-ce qu'il vaut mieux montrer un film fantastique moyen plutôt qu'un très bon film fantastique? Bien sûr. C'est ça qui. Bien sûr. Non, mais après, il faut que ce soit mineur dans la programmation. On reste un festival du fantastique. Bien on sûr. veut défendre ce cinéma-là. Il n'est pas assez montré. On veut le montrer. Il faut que ça reste à la marge. Donc, je me limite à 3. Ça pourrait très bien être 2 une année ou 1, mais il ne faut pas que ça dépasse ce montant-là, pas ce montant. C'est ce nombre-là, parce qu'au bout d'un moment, ça serait dévoyer le sens premier du festival. Tout à fait. Après, un truc comme Ebony and Ivory, c'est tellement improbable, tellement curieux, tellement ça ressemble à rien que. C'est une sorte de monde alternatif dans un autre monde. Voilà, c'est dans ce genre de festival que tu as envie de voir ça. Mais t'allais dire un truc là-dessus, Xavier. Justement, je vais dire un truc. Parce que si je devais en choisir un, c'est Ebony and Ivory. Alors, j'explique, et de manière très très honnête, comme quoi j'aime bien qu'on se tire une balle dans le pied. Ebony and Ivory, on est 3 à l'avoir regardé, si je me souviens. Je crois que c'est Zoé aussi. Zoé, toi et moi, ouais. Et du coup, je suis celui qui n'a pas aimé le film. Alors pourtant, au départ, j'étais à donf dedans. T'aimes bien le début d'ailleurs. Ah ouais, mais j'adore le début. C'est très dans une ambiance Tim et Eric et tout. Moi, j'adore Tim et Eric. Je trouve ça vraiment. Je trouve que ça commence super bien. Et puis au bout d'un moment, c'était juste too much pour moi. Alors je précise, je l'ai vu, je crois, à 23h. C'était peut-être pas le bon horaire, je sais pas. Et ce qui fait que moi, je n'ai pas aimé. Mais par contre, Cyril et Zoé, eux, ont adoré. J'ai adoré aussi, moi. Bon, voilà. Et je dois quand même admettre que le film me reste en tête. Donc déjà, un truc que t'as pas aimé qui te reste en tête, c'est que déjà il y a quelque chose. Et dans ce parce que pareil, comme le disait Cyril tout à l'heure, on n'a pas la science infuse. Il y a des trucs, des fois on adore, c'est de la merde, et des fois des trucs on déteste, et puis finalement c'est mortel. Le fait est qu'il me reste suffisamment en tête pour que je retourne voir un film en salle que je n'ai pas aimé, parce que il y a un truc. Il y a un truc. Et généralement, quand ça me fait ça, quand je revois le film, ça change. Et c'est quelque chose d'ailleurs. C'est le réalisateur de The Grizzly Strangler, donc ça va déjà ça veut dire quelque chose, quoi. Ceux qui ont vu Grizzly Strangler, vous voyez très bien de quoi on parle. En fait. Une autre séance mémorable du PIF. Et dédicace à Sophie Fouque qui sous-titre le film pour le festival. Je me suis dit que la personne qui va le faire va devoir beaucoup bosser parce que c'est des trucs bizarres, il faut arriver à retranscrire ça en français. C'est plein de jeux de mots en anglais avec en plus un accent écossais. C'est à la fois un plaisir, je pense que t'aimes bien sous-titrer un film, c'est à la fois un plaisir, mais c'est à la fois elle m'a montré quelques scènes qu'elle a fait ou qui n'étaient pas évidentes, et je trouve qu'elle a vraiment géré, parce qu'il faut traduire des jeux de mots, et en fait il y a beaucoup de répétitions aussi qui amènent à d'autres jeux de mots. Enfin, c'est vraiment un vrai travail d'orfèvre. Ça va être clivant, ça va être un film. C'est une expérience. Voilà. Ça, je pense que c'est le mot. C'est vraiment une expérience. Pitch-nous le film, Cyril. Comment tu pitches? J'ai déjà galéré sur le. Parce qu'en fait, même l'histoire du film, c'est l'histoire officielle, c'est le scénario officiel. C'est pas vraiment ça le film en fait, quoi. Mais donc, t'es obligé de le voir comme ça. Deux légendes de la musique se réunissent sur une île écossaise pour discuter d'une collaboration. Ouais, en gros, c'est censé être Paul McCartney et Stevie Wonder, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. C'est pas eux. C'est jamais dit que c'est eux en plus, mais c'est comme ça que c'est vendu. Moi, j'ai beaucoup rigolé. Alors moi, contrairement à Xavier, le début, j'étais un peu circonspect, je voulais même arrêter, et au bout d'un moment, ça m'a détruit le cerveau. Mais pareil, comme toi. Et le verre est rentré, et j'ai fait, c'est génial en fait. Mais ça m'a. Et j'ai vu quelqu'un qui disait, c'est du chimérique en slow motion en fait. Il y a un côté très hyper lent, et au bout d'un moment le verre, et au bout d'un moment tu fais c'est vraiment débile et c'est vraiment cool, mais au début j'étais en mode c'est pas possible, j'arrête tout. Et en fait ce qui est marrant, c'est que on a un groupe de discussion sur Messenger où on se parle, et je leur mettais des captures d'écran, des photos que je faisais de ma télé, et des trucs. En fait, non, je crois que ça change. J'ai dit, ça y est, le film change, et je leur montrais un truc, un plan. Je sais pas si tu te souviens de la photo que je te montrais, mais je te montrerai après. J'ai fait pareil. Et j'ai fait avec ma femme. Qu'est-ce que c'est que ce truc en fait, et tout. Et plus ça part en vrille, parce qu'au départ c'est quand même un huis clos et c'est très bavard, et après ça va dans les trucs plus. Oui, ça va être visuel en fait. L'humour va être plus visuel après. Abstrait, on va dire même. Et c'est là que ça m'a plus plu. Moi, c'est pas forcément mon choix, mais on finira là-dessus. Ouais, mais voilà. je rajoute un truc. Moi, en plus, je suis pas très fan de Grizzly Strangler. Je rentre pas trop dans le délire, et du coup, je me suis dit bon, je vais le tenter. Et pareil que toi, au début, j'étais en mode ok, ça va pas être pour moi. Et en fait, vraiment, j'étais en mode le film, il m'a eu à l'usure, mais bien comme il faut. J'ai fini, j'étais à fond, j'ai adoré. Mon cerveau a quit, et j'étais en mode oui, nourris-moi de conneries. Et vraiment, et la BO est mortelle, et je me suis ça, par contre, la BO, marré, elle est délirante. La BO, c'est comme pour le Grizzly Strangler, c'est de l'électro un peu à la Monsieur Oiseau, c'est vraiment cool. Donc non, faut le voir en salle. Je vais retourner le voir en salle. Et alors, je vais juste parler de deux, mais je vais en parler de façon très courte pour pas monopoliser la parole. Donc, Sweet Turn, c'est un vrai polar pour le coup, d'un jeune prodige. Le mec, il a 23 ans. C'est pas le futur d'Hannibal, mais il y a quelque chose. Vraiment, il est super doué, quoi, le réalisateur.
Et là-bas, c'est un court-métrage qu'il avait fait pas mal de prix et tout. Il en a fait la version longue. Et tu suis en fait une nana qui va assister à un accident qui implique des malfrats. Et elle va faire 3 choix différents. Et en fait, c'est un peu comme la cour, tu vas suivre les 3 ce qui va se passer en fonction de ce qu'elle a fait. Et c'est hyper ingénieux. En fait, elle est couturière, mais elle utilise à fond son fil et son aiguille pour faire plein de mécanismes et tout. Tu vois, c'est limite un truc. Maman, j'ai arrêté l'avion. Enfin, c'est super bien foutu, c'est hyper bien fait, c'est émouvant. Enfin, c'est super film. Pour un premier film, c'est hyper impressionnant, quoi. Donc ça, voilà, vite fait, si tu tournes, super polar, allez le voir. Franchement, vous allez passer un très bon moment. Et Bookworm, alors ça, c'est le film le plus moins pif qu'on ait jamais passé, je pense, de toute l'histoire du festival. Même donc c'est Metropolitan qui a le film, ils m'ont dit mais t'es sûr que tu veux le passer, c'est un film familial, c'est pas vraiment pour vous, quoi. Et en fait, on était avec Paul Ferré, on l'a vu à CGS, et c'était un des meilleurs films qu'on a vu à CGS cette année-là. C'est le film où on est sorti, on avait la banane, parce que tu suis Elijah Wood et sa fille une sorte de surdouée un peu énervante parce qu'elle c'est madame je sais tout, quoi. Et en fait elle connaît pas son père c'est un magicien ringard de Las Vegas, elle est néo-zélandaise, et sa mère, et à la veille de partir en camping, sa mère a un accident, du coup c'est son père qui débarque pour l'amener, et en fait ils se connaissent pas, donc c'est un ultra classique, mais putain ça fonctionne bien. Il a toujours envie de le voir, et c'est bien écrit, il y a plein de rebondissements, c'est un vrai film d'aventure. Et surtout, je pense que vous êtes parents, vous avez des enfants autour de la dizaine, amenez-les parce que vous allez pouvoir partager un bon moment avec vos enfants. C'est un des meilleurs films que j'ai vu à CGS, alors que j'ai pas vu les 180 films de CGS parce qu'on s'est réparti les tâches, mais de ceux que j'ai vus, c'est un des rares où je suis sorti, j'avais vraiment la banane, et je me suis dit putain, c'est quand même bête de se passer de ce film qui est super bien. Donc Hans Timson, il avait fait du genre avant, il avait un festival d'ailleurs en Nouvelle-Zélande, et il est un peu dans ce milieu-là. Il avait produit donc Come to Daddy, enfin réalisé et produit avec pareil Elijah Wood, mais qui était du coup un méchant. Et là, c'est à nouveau, ils se réunissent et tout. Et d'ailleurs, Hans Timson, parce que je lui ai écrit, il va me faire une petite vidéo pour Bookworm, il a aussi produit Ebony and Ivory. Ouais, mais d'ailleurs, Ebony and Ivory, si on l'a pas dit, mais c'est produit aussi par Elijah Wood, c'est produit par Tim Hill, le patron de Fantastic Fest. Enfin, c'est produit par plein de gens qui ont dit ouais, ce mec-là, il a un talent, Jim Hoskins, le réalisateur d'Ebony and Ivory. Donc on va mettre tout ça un peu au pot pour produire ces films. Parce que franchement, ces films-là, ils sont improduisibles en dehors de ça. Oui, bon. Donc les producteurs, c'est que des gens connus du milieu en fait, et qui veulent produire ce gars-là, quoi. Et voilà, quoi, c'est ça. C'est trop bien. Donc là, je rebook sur Ebony and Ivory. Parfait. La séance interdite, donc un seul film, mais quel film? Vous l'avez vu du coup? Ouais. D'accord. On en parlera du coup. Voilà, on peut pas. Voilà, c'est très cool. En fait, Getaway de Stephen Hart. C'est le seul film gore que j'ai vu à CGS. Vraiment, c'était pas très gore cette année, quoi. Et je me suis dit, ce sera le film parfait pour une séance interdite. En plus, c'est une première française. Le film sort aux États-Unis genre 2 jours avant, donc il sera même pas visité par personne et tout. Et je vous le dis parce que voilà, c'est l'histoire du pif. On a failli avoir Nick Frost qui vient pour le festival, et finalement ça s'est pas joué sur le planning, d'ailleurs ni le réalisateur là, Stephen. Donc Stephen Hart qui est un des 2 réals de Crazy House qu'on a sorti à Halloween sur Shadows là, Crazy House qui était un peu qui a beaucoup plu, notre film événement de Halloween, et donc là ça reforme une partie de l'équipe avec Nick Frost Nick Frost qui est aussi scénariste. Ça devait être produit d'ailleurs aussi par Simon Pegg à la base. D'accord. Au début, le film a mis du temps à se faire en fait. Donc il s'est désengagé du projet Simon Pegg, mais à la base ils avaient voulu lancer des films de genre en fait, lui et Nick Frost, et c'est parti de là à la base, au tout début. Voilà. D'accord. Et donc on suit une famille anglaise qui part en vacances sur une petite île suédoise pour assister à un festival, de folklorique local. Et puis voilà. Et puis c'est pas on ne dit plus rien. Voilà. Donc ça pourrait être de la folklore, ça n'est un peu, mais pas que. Voilà. Pas que. Et voilà, c'est très cool, ça part gentiment en couille. C'est rigolo, ouais. Voilà, c'est fun, c'est assez surprenant par endroits. Les petits twists, on s'y attend pas, et c'est très cool. C'est une très très bonne séance interdite, le genre de film de festival, quoi, clairement. Ouais. Et voilà. On va aller très vite sur la section culte, puisque bon. On aurait envie de parler une heure pour chacun des films, donc on va pas le faire, mais on va les citer. Donc cette fois, je reprends la main, ta gueule. Aurélien, Cher pour Frankenstein de Paul Morisset. Voilà, tu vois, c'est toi qui. Tu m'as dit ta gueule, littéralement. États-Unis. The Descent de Neil Marshall. Royaume-Uni. Demolition Man de Marco Brambilla. États-Unis. Le Dernier Monde Cannibale de Ruggero Deodato. Italie. Et Police Story 3 de Stanley Tong. Hong Kong. Alors déjà, pour 2 de ces films, il y a des gens qui sont là. Ouais, même 2,5. En fait, en gros, Demolition Man, c'est pas sûr que Marco Brambilla soit là. C'est pas encore sûr. Il faut savoir qu'il vit à Paris, en fait. Mais normalement, il est censé être aux États-Unis à cette date-là. Et il dit c'est possible que
que je sois rentré en France avant, enfin pour votre projection. Quoi. Donc on met sous réserve. Dès qu'on sait qu'il n'est pas là, on enlève sa présence. Dès qu'on sait qu'il est là, on enlève le sous réserve. Mais pour le moment, on ne peut pas vendre la séance sur sa présence. Mais il y a de grandes chances qu'il soit là, mais grandes chances qu'il ne soit pas là. Donc c'est le Marco Bombria de Schrödinger, quoi. Il est là, il n'est pas là. Quoi. Voilà. Et il y a aussi, parce que vous allez parler des licences, mais il y a aussi pour le dernier Monde Cannibale, on initie cette année une nouveauté, c'est qu'en fait, on a demandé au réalisateur Nicolas Boukrieff, dont on est proche, on apprécie le travail, qui est toujours une ligne d'information sur les films. On lui a proposé une carte blanche. Il m'a sélectionné plusieurs films. C'est pas que celui-là. Il y en a plusieurs qui ont été sélectionnés. Enfin, proposé par lui. J'ai pas réussi à trouver forcément toujours les droits qu'il fallait, machin et tout, parce que je lui ai demandé assez tard. Donc on s'est mis d'accord sur le dernier Monde Cannibale, qu'il avait déjà programmé d'ailleurs dans une carte blanche à Lyon en 2012. Sauf que là, c'est une restauration 4K qui a été montrée l'année dernière à Venise. C'est quand même classe de dire que ce film-là a été montré à Venise, qui apparemment est sublime. J'ai pas encore vu la copie, mais on aura une projection 4K du film et tout. Donc il sera là pour en parler. Mais là, du coup, on peut parler des trois autres films vite fait, si vous voulez. Juste, le dernier Monde Cannibale, c'est le film de Cannibal de Deodato avant Cannibal Holocaust, et qui est super aussi. Qui a un petit peu le côté... plus aventure que gore. Il y a du stuff animalier ou pas? Je me souviens plus dedans. Un petit peu, je crois, ouais. Mais t'as aussi une dimension plus poétique que le Cannibal Holocaust. Et c'est pas un full footage. Tu suis vraiment le film. Voilà, quoi. Lequel est sorti en premier? C'est celui-là ou La montagne du Cannibal? Non, c'est celui-là. C'est celui. Mais c'est celui-là qui a initié en fait vraiment la mode du film de Cannibal. Mais justement, celui-là, il est très souvent oublié. C'est vrai, tout le monde pense tout de suite Cannibal Holocaust. Même après, derrière, il y en a certains qui vont sortir Amazonia, la jungle blanche, qui personnellement, c'est celui que j'aime le moins. Ouais, pareil. Voilà, je trouve que les gens, voilà. Mais le dernier Monde Cannibal, il a un truc vraiment différent, vraiment étonnant. On arrive vraiment sur quelque chose de. Enfin, c'est assez étonnant après de voir comment le courant du film de cannibale italien est parti dans autre chose, vu le premier film qui est là et qui pouvait vraiment amener quelque chose d'autre. Voilà. Mais bon, voilà, vous verrez le film, vous allez comprendre. Voilà, donc que du lourd. Hein. Et donc pour notre personne présente. The Descent. Alors ça, voilà. je vais balancer un peu les coulisses. À la base, c'était pas un film qu'on avait prévu. C'était moi, je me suis bataillé pour vous montrer le film Threads, film de Michael Jackson qui parle de la bombe atomique et tout, qui est chez la BBC. Et en fait, ça a été très compliqué avec la BBC là-dessus. Donc, on s'est pas mis d'accord financièrement, même sur plein de trucs, on s'est pas mis d'accord. Donc je me suis retrouvé un peu au dernier moment de dire bon, il n'y a pas de film. Et du coup, je demande à l'équipe, donc Xavier, Virginie, Zoé, Nassim et Paul, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait montrer à la place? Donc tout le monde propose des idées. Là, il y a une sorte de grand brainstorming qui s'est balancé, quoi. Et c'est vrai qu'on est sur le Max Linder, on a un bel écran et tout. Et Xavier dit The Descent dans la liste. Et là, tout de suite, ça me fait ah ouais, mais t'as raison en fait. Et c'était quasiment c'est l'année prochaine, c'est les 20 ans du film l'année prochaine. Il y a un truc à faire et tout, le montrer en salle au Max Linder et tout. Finalement, c'est un film qui n'est pas montré plus que ça. D'ailleurs, ça a même été compliqué parce que c'est Pathé qui a récupéré les droits. Avant, c'était la fabrique de films, boîte qui a coulé, c'est Playtime après qui a récupéré. Maintenant, c'est Pathé. Et même Pathé ne savait pas où se trouver les copies 35 mm. Donc il y a toute une recherche qui s'est faite et tout. Donc on a une copie 35 mm d'époque d'exploitation qui est plutôt très bonne qualité de ce qu'on m'a dit. Et on s'est dit, il y a The Descent qui passe. On fait venir Neil, il était venu il y a 2-3 ans pour The Lair. C'est ça. Et on refait venir Neil pour The Descent et c'est cool. Et il était super content. Lui, c'est un geekos. Hein. Il est trop content de venir montrer le film. Il vient avec une pote et tout. Enfin, tu vois, lui, il est content d'être là. Tu vois, donc, c'est cool de le voir en 35 en salle. C'est un film qu'on voit plus trop finalement. C'est toujours ces films des zones grises là, d'il y a 20 ans. Ils sont pas assez anciens pour passer à la cinémathèque. Ils sont trop anciens pour montrer dans les trucs modernes, genre quand les gens font des rétros d'horreur, ils vont plutôt montrer Conjuring, machin et tout. C'est ce genre de film qu'on voit plus trop en salle et tout, quoi. Donc c'était l'occasion de le montrer. Et justement, après, tu peux te poser la question aussi d'un film comme ça que tu as pu voir sur des plateformes, qui est sorti en DVD, en Blu-ray. Enfin, tu te dis, c'est un film qui est quand même vachement connu. Ouais, je suis d'accord. Mais en salle. Quand vous l'avez vu en salle, moi, pour la petite histoire, j'étais dans la salle avec un pote. Mon pote est claustro. Le film, la séance a été exceptionnelle avec lui à côté. Moi, je suis en train de regarder le film. Lui, il mourait littéralement à côté de moi, quoi. Il n'en pouvait plus. Il était à 2 doigts de se taper une crise. Donc voilà, si vous l'avez vu en vidéo, vous n'avez pas vu The Descent. Mais en plus au Max Linder, ça va. Mais ça va être dingue. C'était ça le texte. D'ailleurs, le texte c'était juste le film culte des années 2000 sur un écran de cinéma et présenté par son réalisateur. Voilà, c'est ça. J'ai pas besoin d'expliquer le film. En fait, tu dis juste take my money, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est marrant parce que quand j'ai discuté de la copie 35 avec Pathé, ils m'ont fait vous voulez pas plutôt The Descent 2, on a ça si vous voulez. Non, on va aller sur le premier et tout. Voilà, quoi.
Voilà. Trop bien. Très bien. Et puis, Il a parlé d'Emotion Man, c'est un film qu'on voit plus en salle. Voilà, et qui est génial. Et l'incroyable Cher pour Frankenstein aussi. En 3D. relief. En 3D. Et il faut vraiment comprendre un truc, c'est que c'est pas un délire, on a mis le film en 3D. C'est vraiment au niveau de la conception même de la chose. Qu'est-ce que c'est Cher pour Frankenstein, du coup, vas-y. Alors, du coup, c'est un film de Paul Morisset, réalisateur de Flèche, entre autres, de Trash. Voilà. Je me souviens plus d'ailleurs comment il s'appelle le 3e de la trilogie. Enfin bon. Et du coup, produit par Andy Warhol. Donc, c'est un film qui est peut-être la version la plus bizarre et trash du mythe de Frankenstein. C'est vraiment de l'érotico-gore poussé à l'extrême. Comment je pourrais résumer le film pour que ce soit peut-être par sa ligne de dialogue extraordinaire qui est entrée dans la légende. Je pense que c'est une bonne façon. C'est quoi, si tu veux comprendre la mort, tu dois baiser la vie par la vésicule biliaire. Un truc comme ça. Voilà. Et c'est assez imagé. Voilà. Non, c'est un film extraordinaire. Et puis Police Story 3, parce que bon. Alors, c'est bien ce qui s'appelle la séance culte. C'est pas la séance culte fantastique. Donc, si on me dit, et c'est ce qu'elle le dit, monsieur Stéphane Bouilly de Chaque Film me dit, tiens, si tu veux, j'ai copie 4K intégrale de Police Story 3, j'ai fait, bah oui, on va le passer, parce qu'on est Max Linder, qu'on a un écran géant et qu'on est des fans de Hong Kong, donc on va le passer, basta quoi. Si vous n'avez jamais vu Police Story 3, précipitez-vous à cette fucking séance, ça va être Moi, j'ai jamais vu, moi. Michel Yeo, Jackie Chan au top de leur. Ils étaient au firmament. Un des films somme, l'analogie que j'ai fait dans le texte, c'était de dire voilà, si Hardboiled, donc à toute épreuve, c'était le film somme du polar hongkongais de l'époque. Ça, c'est pareil, c'est une sorte de plateau. Voilà, on atteint un pic, et c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque à Hong Kong, niveau cascade, niveau humour, niveau mise en scène. Enfin, c'est. Non, je sais plus. Les gens disent, mais c'est le 3, du coup, j'ai pas vu les deux premiers. Je t'en bats les steaks. Alors, justement, voilà, je me permets de préciser ça, c'est que le 1 et le 2, effectivement, ont une suite, on va dire, logique. Le 3, on est un petit peu en train de rebattre les cartes et beaucoup de personnages ne sont plus exactement les personnages des deux premiers. Donc on peut vraiment commencer par cette porte d'entrée-là, vous n'allez rien perdre. À partir du moment où vous comprenez que Maggie Cheung, c'est la copine de Jackie Chan, ça y est, c'est bon. Voilà, c'est la seule info dont vous avez besoin. Qui raccorde avec les autres. En fait. Voilà, par exemple, dans les trucs qui changent, voilà, le supérieur de Jackie Chan dans les deux premiers, dans le 3e, ça devient son oncle. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Et quand Cyril dit que c'est un film somme, c'est vraiment pour plein de raisons que je vous expliquerai quand je présenterai le film, mais c'est vraiment quelque chose à voir pour le cinéma d'action hongkongais de cette époque-là, mais aussi pour comprendre la carrière de Jackie Chan. Et je précise, j'ai mis sur le site la bande-annonce en doublé en anglais parce qu'avec ça en version HD, mais il sera bien en cantonais, pas d'inquiétude. On indique la langue sur le site. Il faut savoir que le cinéma d'action, le cinéma hongkongais de l'époque, est pour moi en tout cas été la plus pure incarnation de ce que peut être le cinéma en termes d'art visuel et sonore. Voilà, c'est la conjugaison du montage, des corps, de l'inventivité, et c'est une folie furieuse. Tant qu'on sera en vie, on passera du film hongkongais. Voilà. Mais oui, exactement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le temps commence à nous manquer, mais bien sûr, n'oublions pas de mentionner à minima les séances de court-métrage. Une dédiée au court-métrage français et drivée par notre ami Erwan Chaffiot, que nous remercions et embrassons là où la morale réprouve. Alors, je précise un truc sur les courts-métrages français. Il y aura 8 courts-métrages. Et pour la séance française, on a très souvent les équipes qui viennent. Donc, c'est toujours très intéressant d'y aller si vous voulez éventuellement rencontrer des réalisateurs, des comédiens, etc. Et la séance court-métrage internationaux, donc toi Xavier avec Véronique Davidson. Voilà, nous aussi c'est 8 courts-métrages et on a un petit peu tous les genres. On a de l'horreur, on a du fantastique, on a du bizarre. Il faut comprendre que nous, notre séance, on la conçoit non pas comme une séance de court-métrage, mais comme un film à sketch. Moi, c'est toujours ma séance préférée du PIF. Voilà, c'est court-métrage internationaux. Moi, c'est ma séance de court-métrage internationaux préférée du PIF. C'est de haute volée la prog à chaque fois. Merci. Et du coup, on a la chance, grâce au partenariat, de remettre un prix Shadows à l'un des courts-métrages internationaux qui sortira après sur la plateforme. Après, je sais pas quand, ça dépend de plein de choses, mais en tout cas, voilà, on est trop hâte. Et comment dirais-je, ce festival, cette édition, cette bulle, ce moment qu'on n'aura pas envie de quitter, devra trouver une fin, et elle le trouve avec The Surfer de Lorcan Finnegan.
J'ai pas la page. Attends, États-Unis? Attends, je vais t'imiter. Australie, Irlande. Tu te fous de ça. Mange tes morts. Ouais, mange tes morts, clairement, sur la Canebière, sur le Vieux-Port. The Surfer, messieurs. Ouais. The Surfer, du réalisateur de Vivarium. C'est un film étonnant. Que pourrais-je dire? Les films avec Nicolas Cage, c'est à peu près équivalent au Beaujolais nouveau. C'est très souvent dégueulasse. Mais de temps en temps, il y a un truc où tu te fais, mais oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vous rassure, The Surfer fait partie du bon côté de sa filmographie. Cela dit, je trouve que ces dernières années, depuis 2-3 ans, sa filmo, elle a quand même pris un peu de boost qualitatif. Dream Scenario, qui était bien, quoi. Donc, pour le coup, Dream Scenario, ça c'était. J'ai pas vu Arcadian, mais c'est toi qui l'as vu. Ouais, j'ai bien aimé. Très cool. Bonne série B, ouais. Ouais, j'ai pas trop aimé celui-là. Non, celui-là, j'ai trouvé. Bon, il y a eu Pig, il y a eu. Pig, c'est très très bien. Quand même, Long Legs, bon, ça reste un film beau. Donc Joe, ça c'est voilà. Et du coup, The Surfer, cette fois. Donc c'est assez simple, hein. C'est un mec qui est un peu perdu dans la vie, il est en train de divorcer, il essaie de racheter la baraque de son enfance dans la ville où il habitait, et un jour où il veut essayer d'apprendre quelque chose sur la vie à son fils, il va l'emmener pour faire du surf sur la plage de son enfance, et ils vont se faire refouler par un gang dirigé par une sorte de gourou, Julian McMahon de Nip Tuck. Oh, génial. Qui est. Je savais pas que je l'ai pas reconnu, on m'a dit après. Et à mes yeux, c'est son meilleur rôle au Cinoche. Oui. C'est son meilleur rôle au Cinoche. Vraiment, c'est. Mieux qu'en Fataliste, tu vois. C'est méchant ce que tu fais. Et bref, du coup, ils vont se faire refouler de la plage. Et du coup, dans ce contexte assez particulier, l'homme, il va être blessé dans son honneur, mais aussi dans sa masculinité. Et il va essayer de dégager le gang pour essayer de libérer la plage. Mais c'est peut-être au déprimant de sa propre santé mentale. On va faire simple. Si vous aimez Wake in Fright, The Surfer, c'est dans la veine. Parfait. Je lirai juste la dernière phrase du petit texte d'explicatif. Du paradis à l'enfer crépusculaire, il n'y a plus que Nick. Voilà, je pense que ça dit tout. Bravo. Et j'avais écrit Nick NICK, et c'est Zoé qui m'a fait attention. Il a demandé explicitement qu'il soit écrit Nick NIC. C'est important, apparemment c'est sur contrat et tout, donc on a rectifié pour respecter le... Parfait. Voilà. Tout sera mis en cage. Voilà, je pense que... Je pense que vous avez eu un bel aperçu de ce que sera cette 13e édition du PIF, qui se tiendra donc, je le rappelle, du 4 au 10 décembre 2024 au cinéma Max Linder Panorama Paris 9e métro Grand Boulevard aux Bonnes Nouvelles. Ça prend les cartes UGC. Ça prend les cartes UGC Egomont. Toutes les infos sont disponibles sur le site pif.fr, pi3f.fr. On a hâte d'y être, on a hâte de kiffer ce moment de ciné qu'on attendait déjà... religieusement, quand on n'avait pas encore notre nom aussi sur l'affiche. Et justement, je voulais remercier Shadows, du coup, c'est ce beau partenariat où ça nous permet de faciliter beaucoup plus le festival. Il y a une belle implication qui est faite, et puis surtout, on connaît les équipes de Shadows et tout. Il y avait quelque chose qui était sous-jacent. On a envie de faire des choses depuis des années. Et là, c'est fait. Et donc, on est très content de ce partenariat et de ce que ça apporte au festival. Et on espère que ça fera une belle édition, que vous serez fiers aussi d'avoir votre nom. On l'est déjà. Voilà. Et je voudrais juste rajouter un petit truc. N'hésitez pas à venir nous parler pendant le festival. On est souvent présents, on est très disponible. Et c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours sur les films que vous avez vus. Et ils sont très sympas. Et si vous avez de quoi nous nourrir, n'hésitez pas à apporter des victuailles. Blancheur va s'en charger. Des offrandes, je sais trop quoi. N'hésitez pas. Voilà. Eh bien, on se donne tous rendez-vous au PIF à partir du 4 décembre. Messieurs, merci d'être venus. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Merci. Bisous.